Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast de débrief de House of the Dragon par Mimi et pas Tequila Tex, car aujourd'hui on a un épisode plein de surprises. Mais avant tout, je tiens à vous présenter ma nouvelle chose préférée. On se professionnalise de ouf puisque on a un générique pour ce podcast, c'est incroyable. Je vais vous le faire écouter tout de suite. Quel kiff! Mais c'est magnifique! Quel talent! Quel talent! Je suis très fière et très heureuse de ce générique que je dois à Valentin Nortier, alias Curie, que vous pouvez contacter via le lien qui est dans les notes du podcast. Si vous voulez lui commander des génériques, n'hésitez pas, il a beaucoup de talent. Quelle est cette douce voix que vous venez d'entendre et qui n'est pas celle de Tequila Tex? Un autre homme est à mes côtés aujourd'hui, un homme qui a peut-être une passion moins dévorante pour les univers de George R.R. Martin, mais qui se sacrifie encore une fois pour en parler pendant beaucoup trop longtemps avec moi. Bonjour Fabrice Florent. Salut Mimi. Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est toi, tu te retrouves dans cette Zumba j'ai envie de dans cette Zumba. Le point Zumba. J'ai envie de te demander qu'est-ce que je fous là? Eh bien, pour tout vous dire, je ne suis pas avec Tequila Tex sur Twitch ce mardi et il n'y a pas Tequila Tex dans ce podcast car avec Fabrice Florent, créateur de contenu et notamment de podcasts de qualité, nous sommes au Frames Festival à Avignon, c'est vraiment super et du coup on a regardé l'épisode ensemble et du coup j'ai dit à Fab qui en plus a le bon goût d'avoir amené du matériel de podcast que je ne possède pas. Parce que c'est mon métier. C'est vrai. Viens Fab, on fait le débrief ensemble de House of the Dragon et comme il est sympa il m'a dit d'accord. Donc ça va être trop bien. Et aussi, on peut le dire, je spoil un peu, il aime bien House of the Dragon, ce qui n'était pas forcément le cas de Game of Thrones sur la fin en tout cas. C'est vrai. La fin ayant commencé pour toi à la saison 2, puisque tu as lâché à la saison 2. Assez rapidement. Oui, quand même vite. Mais j'ai quand même suivi la dernière saison, je crois avec beaucoup plus d'allant et d'entrain finalement que la plupart des fans qui étaient ultra déçus alors que moi j'étais là. Comme le voyage était globalement nul, finalement la fin elle était pas si mal. Non mais c'est vrai. C'est pas la destination médiocre qui compte, c'est le voyage bof. J'avais fait, je me souviens très bien, tu m'avais conseillé, je crois même, une vidéo d'1 heure qui retraçait l'intégralité des 7 saisons avant de démarrer la 8. Et en vrai, je crois que j'ai réussi à capter tout ce qui s'est passé dans la saison 8. Et je me suis dit, mais quel temps gagné. C'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Et je sais aussi que tu as révisé en lisant les récaps rigolos que je publiais sur Mademoiselle à l'époque. Vous le savez, puisque je vous le répète toutes les semaines et que je vous harcèle sur Internet, les récaps rigolos de House of the Dragon existent. Ils sont disponibles sur mon Patreon, patreon.com/mymyhgl, tous les lundis soirs. Donc celui de cet épisode Faut que est déjà sorti. ce que c'est Patreon aux gens. Mais j'explique, j'arrive, je donne la date. D'accord. Donc c'est tous les lundis soirs sur Patreon. Qu'est-ce que c'est Patreon, Fabrice? Excellente question. Patreon est une plateforme qui vous permet de soutenir les créateurs et créatrices indépendants que vous aimez en leur donnant un petit peu de sous pour pouvoir profiter de leur contenu. Du coup, sur Patreon, vous pouvez payer 5 € pour les 10 récaps rigolos de House of the Dragon saison 1. Si vous êtes curieux ou curieuse, le premier épisode est en accès libre et il est très long, le premier récap. Donc vous pouvez voir mes bêtises et vous dire waouh, c'est vraiment trop marrant, j'ai trop hâte de payer 5 € à Mimi pour que genre elle paye son loyer et qu'elle achète des girolles et que aussi elle fasse des blagues sur House of the Dragon. J'avoue. Donc vous pouvez vous abonner à mon Patreon, vous pouvez sub à ma chaîne Twitch pour soutenir tous les contenus que je crée. Merci beaucoup. Les gens peuvent aussi te donner 8 € par mois, si je puis me permettre. Tout à fait. Il y a 2 offres actuellement sur mon Patreon. Il y a l'offre récap rigolo de House of the Dragon, qui coûte 5 € pour toute la saison, donc pour les 10 épisodes. Et il y a une offre à 8 € par mois qui vous donnera accès à différents contenus que je produirai très bientôt, à savoir plein de choses qui m'intéressent dans la vie. Des écrits plutôt intimes, tripalaires, émotionnels, de la bouffe, beaucoup, il y aura des recettes de cuisine, c'est sûr, des critiques culturelles aussi, des recos. Par exemple, je ne vais pas lancer de récap rigolo, de podcast, etc. sur Rings of Power, la série d'Amazon sur Lord of the Rings, car j'en ai pas ce temps finalement, c'est déjà beaucoup, House of the Dragon, mais j'en parlerai sur Patreon avec joie et félicité. N'hésitez pas à vous abonner. Le rendez-vous House of the Dragon, vous le savez, tous les lundis, le récap rigolo est sur Patreon. Tous les mardis, sauf aujourd'hui, à 21 h, on est sur ma chaîne Twitch, MYHGL, c'est pareil, avec Tequila Tex normalement, pour débriefer l'épisode. Et notre débrief est disponible en podcast chaque mercredi. Abonnez-vous, vous êtes là. C'est une machine bien huilée. On est parti. Fabrizio, quel est ton rapport à House of the Dragon? Avant de rentrer dans le détail de l'épisode, qu'est-ce que t'en penses après ces 3 épisodes? Est-ce que t'étais chaud de base pour regarder? Alors non,
J'allais le dire tout de suite. J'allais dire, en fait, moi, vu le peu d'intérêt que j'ai eu pour Game of Thrones, et surtout vu l'offre abondante et le nombre de séries que j'adore regarder et qui, comment dire, j'ai pas ce truc. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu ce syndrome de Stockholm avec les séries où quand tu commences, tu te sens obligé de regarder. Et bah moi, comme tu vois, saison 2, à la fin de la saison 2 de Game of Thrones, j'ai juste dit ok, ça me saoule, je lâche. Et puis j'ai pas regardé. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'avait saoulé? C'était trop lent, c'était trop de parlotte, parce que la saison 2 était encore très fidèle au bouquin, avec quelques dissonances, mais qui étaient des très bonnes inventions, comme notamment le fait qu'Arya, à un moment, bosse avec Tywin, elle est cup-bearer et chanson, je crois qu'on dit, en français. Ça, c'était une invention de la série, mais qui était très cool. Donc la saison 2 est quand même considérée comme une très bonne saison de Game of Thrones. Qu'est-ce qui fait que t'avais bien aimé et t'as dit, en fait, j'arrête là? Écoute, je crois que c'est parce qu'il y avait sans doute d'autres séries que je voulais regarder à la place, tout simplement, et que à l'époque, j'avais beaucoup de travail, plus qu'aujourd'hui, en tout cas, j'étais patron de Mademoiselle. Mais oui, je t'ai pas présenté. Fabrice Florent, si vous ne le connaissez pas encore, star des internets, mais on ne sait jamais, a fondé le magazine Mademoiselle, dans lequel j'ai passé 10 ans de ma vie. Et au niveau des podcasts que tu crées, il y en a plein. Le plus ancien, je dirais que c'est Histoire de Daron, un podcast sur la paternité. Vous avez Histoire de Daronne, un podcast sur la maternité. Vous avez Histoire de Succès, un podcast sur des gens qui ont du succès et qui vous en parlent. Et vous avez Histoire d'Argent, un podcast sur l'argent, vous l'avez. Sur le rapport à l'argent. Histoire de... Bien sûr, Histoire de mec est aussi un podcast sur les masculinités qui est une réédition de The Boys Club, un podcast masculinité qu'on avait co-créé avec Fab chez Mademoiselle. Et vous pouvez vous abonner au Film Club, puisque si vous aimez on va parler ensemble de culture avec Fab pendant 1h30. Si vous aimez Bonne Nouvelle, 2 fois par mois, un dimanche sur 2, avec Fab, on vous propose le Film Club, où en fait on va revoir des films qu'on aime, qui ont compté pour nous, et on va en parler, les débriefer dans un podcast, et bien sûr on vous donnera la semaine précédente le film dont on va parler pour que vous puissiez le regarder chez vous, et qu'on se fasse un petit moment ensemble. Exactement. Abonnez-vous, le lien est dans la description. Le premier épisode, c'est ce dimanche, c'est le 11, tout à fait, ce dimanche 11 septembre, et on va débriefer Pulp Fiction. Ça va être trop bien. Trop cool. Donc ouais, effectivement. House of the Dragon, pas hyper saucé de base. Parce que Game of Thrones bof, tu vois. Donc je me suis dit, ok, House of the Dragon bof. Mais je me suis quand même dit, ok, je vais regarder le premier épisode, histoire de pas mourir idiot. Oui. Puis c'est un petit événement culturel encore. C'est pas l'ampleur de Game of Thrones sur la fin, mais je pense qu'il y a aussi un côté, tout le monde va un peu en parler, au moins du pilote. On va regarder ce que ça donne. Oui, puis j'ai entendu dans ton replay de l'épisode précédent que ça avait tellement cartonné que, en vrai, HBO, c'est même le plus gros démarrage. Alors c'est le plus gros démarrage d'HBO avec 10 millions, je crois, de plus de 10 millions de spectateurs pour le premier épisode. Le deuxième a fait mieux. Donc c'est pas juste un effet, on va voir le pilote par curiosité, on arrête. La série a été renouvelée immédiatement après le premier épisode pour une saison 2, on en doutait peu, mais quand même. Et par contre, le showrunner, un des 2 showrunners principaux, Miguel Sapochnik, attendez, je vais vérifier. J'aime bien comme... Un des 2 showrunners principaux de House of the Dragon, Miguel Sapochnik, a quitté l'aventure. Il a annoncé qu'il ne participerait, qu'il serait pas impliqué sur la suite. Ça s'explique en bonne partie par le fait qu'il était déjà épuisé de Game of Thrones. En plus, c'est un mec qui a géré notamment les épisodes avec des grosses bagarres. On va en parler, il y en a dans cet épisode. Mais donc la Battle of the Bastards, tout ça, c'est des trucs qui sont hyper exigeants en termes de prod. Et il était rincé par Game of Thrones. Je pense qu'il a dit OK pour House of the Dragon pour participer un peu à la caution transmission de voilà, il y a l'esthétique Game of Thrones, on est vraiment dans le même univers. Et il a dit, ok, la saison elle vous plaît, c'est ciao, je vais faire autre chose. Donc bisous à lui. Il y a un autre showrunner, Brian Conrad, et il y aura plein de gens pour la prochaine saison, mais voilà, petite actu. Ah, c'est cool. Enfin, c'est cool. Tant mieux pour lui, parce que c'est bien aussi, je crois, de réussir à se renouveler. Reposez-vous, Miguel. Tout à fait. Donc ouais, voilà, j'ai regardé le premier épisode, et franchement, j'ai été assez séduit et saisi par... aussi bien déjà le budget, assez clairement. Thune. Et puis par l'intrigue qui est mise en place, par les persos que je trouve hyper cool, hyper bien dessinés, etc. Par l'actrice principale qui joue Petite Rhaenyra. Qui joue Petite Rhaenyra et qui est, je trouve, complètement éblouissante. D'ailleurs, sa pote aussi, Alicent, c'est ça ? Oui. Enfin, je trouve que les 2 gamines sont vraiment sont trop cool, quoi. Bref, voilà, je me suis dit ok, let's go, et j'ai été saisi. Donc jusque là, j'ai regardé le 2e épisode et je me suis dit
ok, let's go. Allons-moi regarder jusqu'au 3, voir. Mais a priori, je vais continuer à regarder, quoi. Trop bien. Je me demande comment ça va être perçu parce que donc il y aura un time, il y a comme on le voit, il y a des sauts temporels. Hein, chaque épisode, le premier était 6 mois, enfin le deuxième était 6 mois avant le premier. Là, on a un saut de 3 ans en avant. Et du coup, à mi-saison, pour rappel, les personnages les plus jeunes, donc Rhaenyra et Alicent notamment, vont être remplacés par d'autres actrices plus âgées. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que eux, ce qu'ils ont fait au niveau du casting, c'est qu'ils ont d'abord casté les adultes et ensuite ils ont casté les versions plus jeunes. Qui me paraît... Ce qui est plutôt logique. Mais comme nous, on voit d'abord les jeunes, c'est plutôt les adultes qui vont avoir ce rôle de les remplacer. Et on pourra pas se dire, ils l'ont, enfin, ça, je pense que ça marche. C'est intéressant qu'ils le diffusent dans le sens inverse de comment eux ils ont casté. Oui. Et en vrai, là, les gens sont vraiment fans de notamment l'actrice principale qui joue Rhaenyra et ils ont pas hyper envie qu'elle parte de la série. Mais je comprends. Donc je me dis, pour l'actrice qui joue Elle Grande, bah c'est un gros stress de passer derrière alors que c'est pas comme ça qu'elle a réfléchi le rôle, tu vois. On est bien d'accord que c'est elle qu'on voit sur toutes les affiches de promo, etc. Oui. La blonde. Oui, tout à fait. Cette fameuse grande meuf blonde où vous êtes là, bah c'est qui? Elle est pas là. C'est Rhaenyra qui arrive bientôt. Je crois que c'est à mi-saison, donc épisode 5 ou 6 qu'on va avoir ce time jump pour certains personnages. Écoute, comme je suis un con, moi, premier épisode, je me suis dit, c'est la cousine, c'est ça, qui est finalement pas élue. Rhaenys Targaryen, tout à fait. C'est la cousine de Viserys qui n'a pas été choisie reine parce que c'est une femme. Eh bien non. Mais on va pas t'en vouloir de confondre les blondes et de confondre les gens avec des Y dans leur nom parce que c'est toute cette foutue série. Qu'est-ce qui te plaît dans House of the Dragon? C'est quoi que t'aimes bien dans Game of Thrones, dans cet univers? Moi, je sais que ce que je dis toujours, c'est que j'aime bien les gens qui parlent dans des jolies pièces et que vraiment tous les moments de Game of Thrones où c'est les conversations dans la salle du trône, Varys et Littlefinger qui font des nani-nana, Tywin et Arya qui parlent et c'est hyper lourd de sens et tout. Moi, j'adore ça, tu vois. Les bagarres et tout, je peux faire sans. Les dragons, je peux faire sans. J'aime la politique et l'enjeu humain. Il y a des gens qui aiment les bagarres, il y a des gens qui aiment les dragons, il y a des gens qui aiment un salaire et les multiples paires de fesses. J'avoue. Qu'est-ce que tu kiffes, toi, dans House of the Dragon? Écoute, je crois que c'est vraiment un héritage de succession, mais je crois que je suis vraiment tombé dans toutes les histoires familiales d'une manière générale. Et autant c'était traité, je trouve, dans Game of Thrones en fil rouge, en fait, à travers les différentes maisons, etc. Enfin, il y avait toujours des histoires familiales. Il y a un peu que les Lannister qui ont une vraie intrigue familiale entre Jaime, Cersei et Tyrion. Ce qui est intéressant parce que Jaime et Cersei ont perpétué la tradition Targaryen de s'enfiler entre frères et sœurs. Et un peu les enfants Stark, mais qui ont très vite été séparés, en fait, éclatés aux 4 vents. Et y a pas, on se focalise pas comme ça sur une seule famille et une dynastie et de la succession. Donc dès le premier épisode, cette histoire de trouver qui va devenir le roi, d'avoir à la fois ce truc, ce bail avec Daemon qui veut devenir roi, calife à la place du calife, etc. Qui est il y a la gamine qui est là et la frangine aussi ou la cousine, c'est ça, je ne sais même plus. Donc la fameuse blonde Rhaenys. Oui, c'est la cousine du roi. Il lui dit dans l'épisode précédent, il lui dit t'es ma cousine préférée. Ouais. Tu as toujours été ma cousine préférée. Et elle c'était une descendante directe du précédent roi, Jaehaerys, mais elle n'a pas été choisie puisque c'est un conseil de nobles qui a choisi, c'est pas le roi, c'est Viserys qui a été choisi. Et elle a le maxi semas. Parce que c'est une meuf. Oui. En plus, on le comprend au fil de l'eau. Et je trouve qu'il y a vraiment... Donc déjà, ces intrigues entre membres de la même famille, où tu sens que il y a à la fois... C'est un truc aussi qui est beaucoup développé dans Better Call Saul, que tu n'as pas regardé, mais que tu devrais regarder. J'ai essayé, et j'ai regardé un peu. Où tu vois, il y a... J'ai fait comme toi, j'ai rattrapé pour la fin. Exactement. Et en fait, on trouve... je trouve qu'il y a un peu de ça dans la relation compliquée entre le roi, dont j'ai oublié le nom, Vivi. Vivi. Tu l'appelles Vivi dans les récaps rigolos, donc désormais pour moi. Il a le même nom que le frère de Daenerys, qui se fait fondre de l'or, sa couronne d'or là. Il s'appelait aussi Viserys. Oh dingue. Easter egg à tous les niveaux. De toute façon, ils ont 4 noms les Targaryens. Il y a Aegon, Viserys, Rhaenys, Rhaenyra, qui est une variante de Rhaenys finalement. Et voilà, c'est bon. On peut vraiment faire. Après, on a eu 18 rois Louis, donc on peut pas vraiment les juger. On va pas les blâmer. Mais ouais, tu vois, ce lien qu'il y a entre les deux frangins, où on le voit là, à la fin de cet épisode, notamment ce truc où le gars lui envoie une lettre et d'un coup d'un seul, ça déclenche une sorte... On peut dire qu'il est triggered, hein. Mais ça, c'est les mecs blancs, ils sont fragiles, tu vois. Il en faut peu pour les triggers. J'avoue. Mais donc, on sent un truc un peu profond entre les deux frères, d'amour-haine, tu vois. Et j'avoue que j'adore ça, quoi. Vraiment, c'est un vrai truc. Et comme je te le disais, je vous invite à regarder Better Call Saul, parce que je trouve que dans Better Call Saul, c'est vraiment l'une des plus belles histoires entre frères que j'ai jamais vu raconter, en fait, globalement. Wow. Avec tous les trucs compliqués, les différents, enfin tu vois, c'est souvent des histoires longues, lourdes, voilà, où il y a des histoires, des crédits, des machins,
Voilà, compliqué. Vous pouvez aussi lire Game of Thrones, car je trouve que la relation entre Jaime et Tyrion est vraiment super dans les livres. Par contre, après, c'est pas fini, donc on sait pas comment ça termine. Vous le savez que les livres Game of Thrones ne sont toujours pas finis, c'est la vie qu'on a choisie. Dans la série, elle est pas autant développée, mais dans les livres, elle est vraiment très très bien. Yes. Surtout à partir du moment où, spoiler Game of Thrones, Tyrion bute Tywin. Ça crée un petit froid. Mais c'est hyper intéressant. Ok, bah oui, j'aime bien présenter House of the Dragon en disant c'est succession pour l'aspect familial et bien sûr la succession littéralement. Meets The Crown pour l'aspect ça va se passer sur plusieurs décennies, suivre une dynastie et il y a tout le pognon. Meets évidemment Game of Thrones pour l'aspect médiéval fantasy et les dragons et c'est pas la pire triplette pour mettre tout ça dans un shaker et faire une bonne série. Ils auraient pu rater. Clairement pour l'instant c'est pas raté. Ok, cet épisode 3, let's go, on va dérouler le fil de l'épisode et débriefer un peu tout ce qui se passe. On s'est quitté il y a 3 ans finalement avec l'annonce un petit peu mal prise du mariage entre Viserys et Alicent Hightower et donc c'est un mariage qui n'est pas intelligent, qui n'est pas politiquement intelligent comme tout le monde le dit largement à Viserys mais c'est pas grave. On peut comprendre qu'il ne veut pas épouser Laena qui a 12 ans mais à l'époque c'est ce qui se faisait et il a épousé sa première femme Aemma qui est morte dans l'épisode 1 quand elle avait 11 ans seulement. Après lui, il avait pas 45 ans donc il y avait moins de différence d'âge. Il décide donc d'épouser Alicent, ce qui est un mauvais move à plein de niveaux parce qu'en plus la maison Hightower, elle est puissante certes, mais elle est déjà à son service. La main du roi, c'est déjà un Hightower, etc. Il aurait pu, marier Rhaenyra, un Hightower s'il fallait, mais c'était vraiment pas le bon move. Et pendant ce temps-là, Corlys Velaryon, qui est donc à la fin de l'épisode précédent, c'est le Master of Ships. C'est lui qui gère la flotte de Westeros puisqu'il a énormément de navires. C'est un grand navigateur. On vous a raconté avec Tequila Tex ses 9 voyages et tout. C'est trop bien. Il avait vraiment le somme que le roi ne choisisse pas d'épouser sa fille, ce qui était le bon move. Du coup, il a démissionné. Et on n'était pas sûr quand il part de la salle, mais il a démissionné puisque dans cet épisode, il y a un nouveau Master of Ships. Et c'est pas très clair, mais on en parlera. Et il a rejoint Daemon. Il y a tellement de sous-texte parfois dans ces. Oui, après c'est pas très important de savoir qui est Master of Ships, tu vois. Mais on va parler de beaucoup de personnages qui ont été introduits dans cet épisode, où je pense que l'épisode te fait comprendre que c'est pas mal de se souvenir vaguement qu'ils existent. Et j'ai vu que sur internet, beaucoup de gens étaient stressés de attends, je me souviens plus, c'est qui et tout. C'est normal que vous sachiez pas encore qui est. Qui finalement est Larry's Club Foot ou Lionel Strong. Vous ne le savez pas encore, mais c'est pas grave. Vous les avez vus, ils vont commencer à rentrer dans votre cerveau, donc vous stressez pas trop et vous allez les voir de plus en plus souvent. Tout comme Game of Thrones, au début, il y avait 12 000 personnages, vous étiez là, c'est qui. Et finalement, vous savez tous qui sont les gens. Donc pas de stress. Donc Corlys Velaryon avait rejoint Daemon pour lui dire écoute, toi t'as un problème de t'es quasiment en rébellion ouverte et t'es fâché avec ton frère. Moi j'ai un problème il y a le Crab Feeder qui est donc un prince un peu pirate pour rappel, mais c'est pas du tout un random guerrier, c'est un prince, c'est un noble quoi. Okay. On sait qui c'est et tout, qui est en train de cramer tous mes revenus et j'en ai besoin. Donc on s'associe et on va gérer ça. On s'en était arrêté là et du coup cet épisode s'ouvre avec une attaque de Daemon à dos de dragon sur les troupes de Crab Feeder qui sont donc dans les degrés de pierre, qui sont un archipel qui sépare Dorne, donc qui est au sud de Westeros, le continent où il y a King's Landing, et Essos, qui est le continent à l'est où il y a les Dothraki, etc., ou j'allais dire Kalindi, où Daenerys était pendant une bonne partie de Game of Thrones. Il y a ce détroit avec un archipel. Kalindi a un peu une énergie de... Elle est plus cool que Daenerys. Kalindi, elle serait dornienne en vrai. Ça, elle serait là comme Oberyn, tu vois. Oberyn Martell. Ah Dorne, yes. On adore, voilà. Dorne, c'est le meilleur endroit. Et d'ailleurs, dans House of the Dragon, Dorne n'est pas encore, ne fait pas partie des 7 couronnes, puisque c'est le seul royaume qui a réussi à résister à l'invasion Targaryen, qui ont uni de force les 7 couronnes en disant, en fait, on a des dragons, donc vraiment on va gagner. Et les gens ont fait, peut-être on se bagarre, et ils ont très vite perdu, ils ont dit d'accord. Mais Dorne a décidé de résister et a dit nous ne ploierons jamais devant les Targaryens. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont abandonné leur ville, ils ont empoisonné leurs puits. Donc en plus Dorne c'est assez désertique, il fait chaud. Et ils sont cachés dans des caves et des montagnes et des grottes et tout plein de souterrains. Du coup ils sont arrivés avec leurs dragons, les Targaryens certes ils ont cramé des villes mais il y avait plus personne dedans. Au bout d'un moment ils disent ok on rentre, les gens ressortent, ils reviennent, ils ressortent, mais ils ont jamais réussi, pas encore. Je pense qu'on est à encore quasiment un siècle de l'intégration de Dorne dans les 7 couronnes. Voilà, petit point géopolitique de nerd. C'est des choses. Oh là là. Et oui, je pourrais stocker beaucoup d'autres infos intéressantes dans mon cerveau, mais je préfère bien connaître la géopolitique d'un monde qui n'existe pas, mieux que celle de notre monde, par exemple, que je connais très peu. Donc on commence avec cette attaque. Le dragon. Le feu. Dans l'épisode précédent, on a dû attendre la fin de l'épisode pour voir des dragons. Là, c'est direct. Vous voulez des dragons? On a des dragons. Et on voit qu'en fait, certes, Daemon se bagarre dur et chaud, mais que ça ne marche pas parce que tout simplement, ils font la même stratégie que les Dorniens, Crab Feeder et ses hommes. Ils se planquent dans des caves, dans des grottes. Les degrés de pierre, du coup, cet ensemble d'archipels, c'est
dans l'eau, comme son nom l'indique. Donc forcément, c'est pas ouf le feu. Et ça s'ouvre du coup avec un soldat en plus, un marin qui est à la solde de Viserys, de King's Landing, de la couronne, qui croit que le prince Daemon va le sauver, mais ne traînez pas sous les pieds des dragons, ils ne regardent pas où ils mettent les pattes. Oups. Il y a des dommages collatéraux. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène d'ouverture? C'est quoi t'en étais où avec Crabfeeder? Est-ce que t'aimes bien le perso? Est-ce que t'avais hâte de voir de la bagarre? Est-ce que t'as compris un peu, ok, c'est qui ce gars? Pourquoi on est où? Alors à vrai dire, moi je croyais vraiment que ça allait être le grand le grand méchant de toute la saison, quoi. Il est dans la bande-annonce. Enfin, tu vois, tu le vois vraiment beaucoup. Ils l'ont teasé, quoi. Il a un cara design. L'épisode précédent se finissait sur un plan sur lui, pas sur un plan sur Daemon. Et il est bien taffé. Enfin, beau. Il est pas très beau. Il est bien fait. Il est ultra stylé, quoi. Oui. Et pour info, il a la Grayscale, qui est la même maladie que Jorah Mormont, notamment, contracté et réussissait à soigner, alors que personne n'avait réussi à le soigner, avec Samuel Tarly. Et que l'enfant de la fille de Stannis Baratheon avait, Shireen, qui était un peu défigurée. Okay. Il l'a en mode dormant, mais c'est pour ça qu'il est défiguré. A priori, c'est cette maladie qu'il a. Et non, moi j'ai trouvé en fait, ça démarre direct par de l'action. Et l'un des trucs que je trouve qui était un peu compliqué parfois dans Game of Thrones, c'est que c'était beaucoup de blabla et beaucoup de discussions très longues, très lentes, un peu ce qu'on peut reprocher, ce que j'ai vu que les gens reprochaient d'une manière générale aux Rings of Power, à l'Anneau des Pouvoirs, où c'est long. J'ai regardé que le premier épisode, mais j'ai trouvé ça tellement long. Les elfes sont pas connus pour leur sens de la précipitation. Non, effectivement. Alors que Daemon Targaryen, il a peu le temps. Lui, il arrive et boum. Mais moi, l'un des trucs qui m'a vraiment impressionné, d'ailleurs, on en a reparlé tout de suite, c'est que j'avais plus en tête à quel point le feu des dragons brûlait très fort et que il laissait un gars se faire exterminer, pulvériser, atomiser. C'est pas juste ça crame un petit peu. C'est pas tiens un petit four à pizza, quoi. Le truc ça envoie lourd, et je trouve que c'est trop bien fait justement. Enfin, ce moment-là prouve bien à quel point les dragons sont très puissants. Et tu vois, je trouve que j'ai pas souvenir d'avoir un moment si puissant où justement dans Game of Thrones il montre à quel point les dragons sont puissants, quoi. Il y avait une scène qui pour moi est la bagarre dragon incroyable de Game of Thrones, c'est celle qu'ils appellent le Loot Train, c'est dans la saison 7, j'ai envie de dire. Bref, il y a Jaime qui protège en gros tout un cortège qui ramène plein d'or de Castrel Rock, je crois, à King's Landing, et Daenerys arrive avec son dragon puisqu'elle a mis quand même très très longtemps à arriver. Donc pour Jaime, pour Tyrion, etc., c'est la première fois qu'ils voient un dragon vivant, donc c'est incroyable. Et le dragon, il crame. Vraiment, il cramasse tout, quoi. Et d'ailleurs, Daenerys demande à des nobles présents de lui jurer fidélité et de la reconnaître comme reine, et il refuse et elle les brûle vifs. Mais ils se font moins atomiser, je pense. En fait, la série, c'est ça. Si on regarde que ça soit la taille des dragons, le temps qu'ils mettent à grandir, etc., entre Game of Thrones et House of the Dragon, ils ont revu un petit peu des choses, et notamment le dragon de Daenerys, le noir Drogon, était très très gros. Normalement, les dragons sont plus aussi gros. Et aussi, il y a tout ce truc de... Les dragons qu'on a là actuellement dans House of the Dragon, il y en a beaucoup. Normalement, dans cette saison, on va en découvrir au moins 9. On en a découvert un 3e dans cet épisode, d'ailleurs, on va en parler. Et on est quand même sur un truc où la lignée des dragons, ils sont un peu de plus en plus petits, ils sont de plus en plus faibles, parce qu'ils sont plus à l'état sauvage, pour la plupart. Et du coup, on va tranquillement vers des dragons qui vont être un peu moins impressionnants. Mais celui de Daemon, il est vieux, il est vénère, il est un peu difforme, et il fait très chaud. Il est fatos, c'est moi l'un des trucs que j'adore. Alors ça vient un peu plus tard, mais c'est ses pattes, en fait. Grosse patoune. À quel point il a des pattes hyper stylées, je trouve, par rapport au dragon, notamment de Daenerys. Mais moi j'ai vraiment été marqué par ce moment où je me suis dit, ok, ils veulent vraiment insister sur le dragon, il crame bien, quoi. C'est pas pour rire, quoi. Pour George R.R. Martin, les dragons, c'est vraiment l'arme nucléaire. On a la bombe atomique, et du coup, personne peut nous faire quoi que ce soit parce qu'on est les seuls à avoir la bombe atomique, et en plus, on peut monter dessus et s'envoler. Du coup, je trouve ça cool qu'il montre à quel point, c'est une arme de guerre, et en fait, contre un dragon, tu peux t'enfuir, tu peux te cacher, mais à partir du moment où t'es devant, t'as pas de moyen de survie. Ils sont hyper résistants, c'est très très dur de tuer un dragon. Donc les flèches, les pics, les machins, gardez bien la pêche, et ils font très très mal. Et tu vois, je me souviens de la scène d'attaque de la ville par Daenerys. Oui, quand elle a eu son petit coup de caractériel, là. Et je trouve, tu vois, alors effectivement, elle fout la ville à feu et à sang, mais il n'y a pas cette loupe, tu vois, ok, en fait, tu vois à quel point le truc rase tout, quoi. Bon, voilà, quoi. Tout à fait. Du coup, écoute, moi j'ai bien aimé aussi cette scène. J'aime
je suis toujours un peu intriguée par les persos très, on dirait un peu un serial killer de jeux vidéo, tu vois, le crab feeder, je me dis, mais en termes de logistique, c'est quand même hyper long, non, de crucifier les gars et d'attendre que les crabes les bouffent, ça doit être vraiment très très long comme process. Mais apparemment, il fait ça toute la journée, il a que ça à faire. Et j'ai bien aimé je trouve que je disais dans l'épisode précédent que pour moi, ce qui manque principalement à House of the Dragon, c'est un peu d'humour, parce qu'à part Daemon, on rigole pas trop. Et des gens du peuple, en fait, on a aucun personnage qui n'est pas un noble, et du coup t'as tous ces gens qui se bagarrent pour Westeros, mais au final pour gouverner qui? Donc j'étais contente de voir un marin et qui montre que en fait les gens du peuple meurent et souffrent de cette guerre dans l'indifférence totale des puissants, et que ce jeu de trône là auquel on assiste va faire énormément de victimes collatérales dans l'indifférence totale de Daemon qui s'en fout, et je pense que Viserys il s'en fout. Et d'ailleurs quand Corlys dans l'épisode précédent disait vraiment il y a des marins à vous qui meurent, Otto a dit ok, on va dédommager les familles, tu vois, tranquille, c'est des personnes. Donc je trouvais ça cool qu'ils amènent un petit peu ce côté là. Alors moi je t'avoue que sur l'aspect humour, tu m'as bien matrixé le cerveau en fait, parce que à cause ou grâce à toi, si tu entends snip dans ta tête devant l'épisode, ça fait des blagues, mais elles sont pas dans l'épisode. Je vois déjà les blagues que tu peux potentiellement faire, et en fait ça ajoute une couche de marrant quoi pour moi. Voilà. N'hésitez pas à regarder House of the Dragon IRL avec moi, puisque je pourrais vous marmonner. Ah oui, là je vais mettre une vibe sur les règles. Ah oui, attends, c'est Warhammer. Ah non, attends, il y a un deuxième Warhammer. Voilà, car tel est ma vie. On arrive à King's Landing, encore une fois, dans le palais, encore une fois. Et ça fait 3 ans que nous avons quitté tous ces petits blondinets. Il y a un nouveau petit blondinet, c'est Aegon II, qui est le fils de Viserys et Alicent, le premier fils de Viserys et Alicent, qui est un garçon, il a le bon goût d'être un garçon. Alléluia. Il a 2 ans, il a l'air sympa, il a plein de nourrices, et c'est l'heure de fêter ses 2 ans, puisque il y a un truc c'est son name day, donc c'est son anniversaire, et je pense qu'il y a un truc de jusqu'à 2 ans, on va pas être hyper sûr qu'il soit viable le gamin, donc on va, genre évidemment tout le monde sait qu'il a un fils et il est public et tout, mais on va pas trop célébrer, tu vois, pas trop s'attacher. Là il a 2 ans, on peut commencer à dire, ce serait pas un héritier potentiel? J'avoue. Et ça, Rhaenyra elle aime pas. Et donc ce conseil, c'est l'occasion pour faire une petite présentation des personnages, de plusieurs membres de différentes familles nobles qui vont être probablement assez importants par la suite. Alors je dis probablement, moi j'ai lu les livres, je sais à peu près quel rôle chacun va jouer, mais déjà on n'est jamais à l'abri que ça change, et encore une fois le livre est relativement succinct, donc il va y avoir plein de choses, plein de détails qu'on n'a pas. Comment tu vis toi les sauts temporels, le fait qu'on soit 3 ans plus tard, que à l'épisode précédent on était 6 mois plus tard? Est-ce que je sais qu'il y a des gens que ça déboussole, qui sont là, ah ok, j'aurais bien aimé voir par exemple la réaction de Rhaenyra, qu'elle aille parler à Alicent de attends, tu vas épouser mon père, tu m'en as jamais parlé. On n'aura jamais cette conversation. On est direct 3 ans plus tard, et clairement elles sont en froid. Est-ce que toi tu le vis bien, ces sauts temporels? Moi j'adore ça. Pour moi il y a vraiment un vrai truc de ok, c'est trop intéressant, parce que déjà on comprend assez rapidement que de ce fait-là la série, et moi je suis un noob tu vois, de tout l'univers c'est quoi, de Blood and Fire, c'est ça, Fire and Blood. Fire and Blood. Désolé pour les nerds qui nous écoutent, je ne suis pas au niveau de Tequila Tex. Mais en fait, on aura peut-être un point homme poisson, on va voir si Teki peut me l'envoyer, voilà, vous l'aurez peut-être. mais ouais, de ce fait-là je me dis aussi ok, c'est cool, ça veut dire que vraiment House of the Dragon va aller accélérer dans le temps, va aller vite dans le temps, et que potentiellement, tu disais tout à l'heure, à mi-saison, elles finissent par devenir adultes. Oui. Elles auront quoi? Elles auront 30 piges, tu vois. Je me dis, trop cool. Ça veut dire que on va réussir à avoir l'adolescence en l'espace de quelques épisodes, de voir un petit peu ce qui se joue déjà, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la suite. Et d'une manière générale, j'adore même les films, tu vois, qui font ça. Je sais pas si tu avais vu Boyhood? Qui se joue sur 12 ans de temps, le temps d'un film. Mais qui a en plus une expérience immersive 360. Il a été tourné sur 12 ans. Donc le réalisateur qui s'appelle Richard Linklater tournait une fois par an avec les gamins, et en fait tu vois les gamins qui grandissent à toute vitesse, et je t'avoue que de voir les gamins passer de 6 à 12 comme ça, de 6 à 18 en l'espace d'une heure et demie, je trouvais ça canon. Et là j'ai un peu cet effet là aussi, tu vois, où tu comprends tout de suite après que comment dire, ça amène, je trouve, la possibilité au personnage d'évoluer beaucoup plus vite. Tu vois, on voit Viserys qui fait des moods ou des façons de sourire bizarres qu'il faisait pas avant. Viserys a l'air à la fois plus heureux et beaucoup moins aligné avec lui-même. On voit qu'il picole beaucoup plus. Ouais. Après, il me semble, en tout cas moi ce que j'ai compris dans l'épisode, c'est qu'il a pas l'habitude. C'est pas genre il picole tout le temps. Là il picole beaucoup à la chasse parce qu'il est stressé et tout. Mais en plus il a la gueule de bois le lendemain. Enfin bon, je pense pas qu'il est alcoolo, mais non. On l'avait pas vu picoler avant. Et il sourit tout le temps. Il conduit les gens avec le sourire, mais tu sens qu'il est stressé. Et en fait il est
le mec, il vit en zone de guerre, quoi. Sa fille lui fait la gueule et le déteste. Il doit faire un héritier, mais en fait, il a pas envie de déshériter sa fille, donc il a un héritier et c'est un problème dans sa vie. T'as Damon qui fait n'importe quoi depuis 3 ans et qui arrive pas à battre ce random crab feeder. Donc il est stressé et il est aussi toujours en deuil, je pense, de sa première épouse qui était un vrai repère dans sa vie, quoi. Et il envoie Boulax, je trouve, il envoie bouler les gens beaucoup plus naturellement que ce qu'il faisait dans l'épisode précédent. Il est un peu plus assertif. Voilà. Je pense que Alicent lui fait du bien là-dessus. Je pense que c'est une très bonne épouse, qu'elle est très maline. On le voit dans ses interactions avec lui. Exactement. Et d'ailleurs, dès cette scène, donc, premier personnage qui arrive, c'est Tyland Lannister. C'est l'un des 2 jumeaux Lannister. On verra le deuxième plus tard. C'est celui qui essaye de pécho Rhaenyra. Tyland est beaucoup plus Jason. Tyland est il a l'air beaucoup plus sérieux, réservé, pro, finalement. Et il arrive en alarmant très sérieusement le roi sur cette situation. Daemon est potentiellement en train de perdre et ça va commencer à poser souci. Le roi lui dit il lui met un énorme stop. Une grosse bâche. C'est non. Il le regarde et il dit not now et c'est tout. Donc il est plus assertif et en fait à ce moment-là, donc Tyland vient, il insiste et il y a un plan sur Alicent qui le regarde et qui lui fait non des yeux. Elle est là. En fait là il va pas t'écouter, c'est pas le moment, tu vois. Et il ne se rend pas compte et il insiste. Et c'est lui le nouveau Master of Ships. Il a pris le job de Corlys Velaryon et c'est donc un Lannister, la maison Lannister que vous connaissez, qui est un peu nouveau riche. Elle est pas encore la grande maison Lannister très riche. Il faut savoir que Tywin a beaucoup fait pour la réputation de la maison Lannister, mais qui est en fait une maison relativement récente. Qui débarque un peu, qui est un peu vulgos, qui aime bien la thune. Ils ont moins de puissance que dans Game of Thrones. Mais vous voyez, comme dit Rhaenyra, j'avais deviné aux lions partout, parce qu'ils ont des lions vraiment partout brodés sur eux. Tu l'avais capté d'ailleurs, et je sais pas si les gens qui écoutent l'auront forcément capté au premier abord, c'est que toi tu l'as vu direct, quoi. Moi j'étais là, tu m'as dit c'est un Lannister. Oui, j'ai tendance, j'ai fait, okay, comme en plus je sais qu'ils vont présenter assez vite pas mal de persos parce que ça faut bien qu'on avance et que en plus comme j'ai lu le livre, j'ai quand même une petite idée de qui est qui. Mais je suis un peu nulle en prénom déjà. Donc savoir que c'est Tyland, je suis là, c'est qui? Et je fais c'est le Lannister qui gère les bateaux, d'accord, je vois qui c'est. Et en fait alors déjà le département costume fait un boulot de dingo sur cette série, donc j'aime bien tout regarder. Et il y a beaucoup de choses qui m'aident à quand je sais pas qui est un personnage, en fait je regarde son emblème, son blason. C'est hyper mal. À un moment pendant cette scène, Otto Hightower, la main du roi, parle avec un gars qui le presse, je crois d'ailleurs, de convaincre le roi de changer d'héritier. Et ce gars-là, c'est son frère, en fait. Et il a le même insigne Hightower que lui. Donc voilà, si vous êtes un peu perdu, regardez les blasons. Après, si vous êtes moins nerd que moi, vous pouvez aussi aller sur Wikipédia. Mais je vous rappelle que la règle, quand on veut pas se faire spoiler, c'est de ne rien googler, de ne googler aucun nom de personnage de cette série, parce que vous allez immédiatement avoir machin, né le truc, mort dans telle circonstance. Et ça va vous foutre le seum. Ils sont tous morts à la fin, puisque c'est un préquel. Mais c'est quand même plus marrant de pas savoir comment et quand et pourquoi. Je suis d'accord. Très bon tips, ceci dit, ce truc de regarder les... Ouais, après, il faut, tu vois, par exemple, les Lannister, c'est des lions, tout le monde le sait. Les Stark, tout le monde voit le direwolf, qui n'est pas juste un loup, mais qui est un direwolf. Je suis pas sûr que Hightower, les gens aient la tour, parce que c'est tout simplement une tour. Mais voilà, c'est petite astuce chez vous. On découvre la nouvelle Rhaenyra, qui est toujours maxi saoulée, globalement. Je trouve que c'est le seul truc, peut-être, où le time jump marche pas trop. C'est que autant Alicent, qui est en plus de nouveau enceinte jusqu'aux yeux, je trouve qu'on voit le changement physique. J'arrive à croire qu'il y a 3 ans qui sont passés, qu'elle a maintenant 18 ans, qu'elle a déjà eu un gamin, elle est un peu, même au niveau du visage, un peu alourdie. Rhaenyra, je suis là, j'ai pas l'impression qu'elle a 18 ans. Elle avait 15 ans dans l'épisode précédent. En plus, je t'ai dit, elle me fait penser à ta fille de 15 ans, qui est aussi une blonde aux yeux bleus avec un petit caractère, mais pas de dragon. Et je l'ai vue, j'ai fait, ok, on va dire qu'elle a 18 ans, mais en vrai, elle a pas alors dans l'attitude, elle est moins gamine, mais physiquement, après elle a l'âge qu'elle a, l'actrice, quoi. Mais voilà, elle a 18 ans. Elle a 20 piges, non? C'est ça, l'actrice, elle est australienne, oui, elles sont un peu plus âgées, les actrices, que les personnages qu'elles jouent, ce qui est toujours mieux qu'en plus quand tu leur fais faire des scènes qui peuvent être un peu difficiles parfois, quoi. Et donc on a 2 personnages féminins importants dans ce groupe de femmes. C'est intéressant de voir, je trouve, ce groupe de nobles femmes qui est à l'écart quand même des hommes, puisque là on n'est pas dans un conseil royal, on est dans une célébration du futur anniversaire du nouveau prince. Et j'ai trouvé ça très intéressant, ce cercle de femmes qui fait des potins en fait entre elles. Et on a plusieurs personnages qui peuvent être importants qui sont présentés. Il y a Lady Redwine. Alors ça c'est un peu pour le fun. C'est celle qui a un pug. T'es parti direct à la chasse là, c'est ça? Non, c'est pas encore la chasse. C'est pas encore la chasse? Je crois que c'est juste après le conseil royal. Ah okay. Oui, non, pardon. Oui, non, j'avais noté Rhaenyra fait la gueule. Ce qui est vrai. Avec son fameux barde. Ah oui, pardon. Non, c'est bon, c'est ça. Ok. Ouais. Donc oui, Rhaenyra fait la gueule. C'est après qu'elle fait la gueule avec Alicent, je crois.
Je sais plus. Bref. Non, c'est quand elle est sous son. Ah oui, parce que. Elle est sous son arbre, là, et qu'elle dit à son barde, joue-moi encore des trucs. Là. Elle a un Spotify humain, qui est juste un gars qui, en fait, ça m'a fait trop marrer parce que moi aussi, encore plus à l'adolescence, j'écoutais des chansons en boucle, mais je forçais pas un gars à la jouer en boucle. Et vraiment, la meuf, elle est là. Refais-la depuis le début. Attends. On revient en arrière, j'ai mes refrains. Vas-y, on revient 15 secondes en arrière. Ok, et le gars, il est là. Ok. Fun fact, qui s'appelle Samuel, on l'apprend. Tout comme Samuel Tarly, mais aucun lien, fils unique. Allez. Oui, il y a quand même cette scène entre Alicent, reine, mère, future nouvellement mère, et sa meilleure amie d'enfance, dont elle se tape le daron, ce qui est une situation dans laquelle je n'ai jamais été, et je ne pense pas m'y retrouver, God bless. Et Rhaenyra, elle a décidé d'être chiante. On voit que ça se passe pas bien entre elles, et que Rhaenyra est vraiment dans une posture un peu de petite conne, puisque Alicent est très douce, je trouve, avec elle. Elle lui dit, viens à la chasse, ça va être bien. Et Rhaenyra, elle boude, elle veut pas y aller. Et il faut qu'elle dise, est-ce que c'est un ordre du roi? Et que Alicent dise, et je trouve qu'elle a une phrase jolie, elle dit, oui, mais ça va pas à l'être. Ça pourrait être autre chose. Ouais. Et Rhaenyra, elle dit, bon, bah, c'est un ordre du roi, je viens, de toute façon, j'ai pas le choix. Je la trouve vraiment dure, et comme tu disais, pour moi, ça marche pas trop le jump pour le coup, parce que tu dis qu'en 3 ans, en fait, elles auraient sans doute eu le temps de faire évoluer leur relation, tu vois, de faire peut-être l'adoucir un peu, parce qu'à la base, elles sont quand même potes, quoi, tu vois, c'est quand même des amis. Et je t'avoue que j'ai un peu de mal à croire qu'elles aient pas réussi à se rapprocher d'une manière ou d'une autre, surtout que elle a dû accoucher, alors même si c'est de son daron, et je comprends que ce soit pas évident, euphémisme, mais il y a quand même un truc, tu vois, où il y avait quand même des occasions de se rapprocher de son ami, quoi, tu vois. Bon. Mais je pense que moi, ce que je lis, c'est que Rhaenyra est terrifiée par tout ce qui peut menacer son statut d'héritière du trône. Ce qui est intéressant parce que pour l'instant, on sait pas trop pourquoi elle veut être reine. À part parce que c'est son droit et que je pense, elle trouve ça bien que les femmes puissent le faire. Mais on sait pas encore vraiment c'est quoi sa vision de la royauté, quoi, d'être dirigeante. Et je pense que tout ce qui a l'air de menacer son accession au trône, elle bloque immédiatement. Donc que Alicent devienne la femme de son père, c'est déjà, ça devient la reine, donc potentiellement la régente si jamais son père meurt et que Rhaenyra n'est pas dispo, et que surtout, elle lui a donné un fils et elle lui a donné un héritier. Donc elle lui a donné la menace la plus directe envers la succession pour Rhaenyra. Après, je suis d'accord avec toi que on peut communiquer les filles, on peut se parler. Mais bon, il y aurait pas de série, tu vois. Si elles communiquaient de façon très positive, c'est bon, il y aurait pas de drame, quoi. Sachant que le fait qu'elles aient le même âge et qu'elles soient amies a été inventé pour la série. Dans le bouquin, Alicent est plus vieille que Rhaenyra. Elles sont pas cette relation de vraiment on est deux ados qui grandissent ensemble. Et il y a une hostilité. Alors, elle est plus vieille, elle doit avoir la vingtaine, tu vois. Mais du coup, il y a du coup, l'hostilité quand elle devient reine se comprend assez facilement c'est la nouvelle meuf du roi, de mon père, qui va lui faire des héritiers. Il y a pas cette amitié. Mais c'est intéressant. Ok, donc elle invite à la chasse, Rhaenyra, la chasse royale. Alors moi j'adore, parce que il y avait, souvenez-vous, une chasse royale dans Game of Thrones saison 1. Robert Baratheon se faisait emboutir, potentiellement parce que Cersei avait drogué son vin, par un sanglier. Et oui, il y a cette storyline. On le sait pas. Je sais plus si dans la série on le sait, mais dans le livre, c'est sous-entendu, je crois. Je suis pas sûre que ce soit sûr, mais c'est sous-entendu. Que, ok, il picole beaucoup, mais il avait l'air quand même particulièrement pas maître de lui-même, et on sait que Cersei ne filait pas le parfait amour avec Robert, et surtout que Jon Arryn, il s'apprêtait à découvrir la vérité sur ses enfants qui n'étaient pas les siens, mais ceux de Cersei et Jaime. C'est dégueulasse l'inceste. J'espère que vous aimez ça parce que on est dans House of the Dragon. Donc il y avait une chasse et ils avaient pas d'argent pour Game of Thrones saison 1 et c'était très cheap. Et George R. R. Martin avait détesté parce qu'il était là. C'est vraiment 4 pélos dans une forêt, quoi. C'est pas l'ampleur d'une chasse royale médiévale, parce qu'une chasse royale médiévale, c'est ça, c'est ce qu'on voit. Ils l'ont refait, ils ont fait un remake et ils l'ont réussi. C'est cette tente géante avec des colonnes en marbre. Il y a des trucs en pierre, il y a des meubles en bois et tout. On n'est pas au camping, quoi. Et l'intégralité, tout ce cortège immense qui voyage pour regarder le roi tuer un animal que généralement on a capturé pour lui. Donc c'est aussi le Zumba assez protocolaire. Et donc cette chasse royale est organisée en l'honneur de Aegon Targaryen le second, potentiel héritier du trône, mais pour l'instant uniquement prince de la maison Targaryen, qui tire son nom de Aegon, qui est le Targaryen qui a conquis et fondé Westeros finalement, le premier Targaryen à être venu. Voilà. On arrive à cette chasse, moi j'adore, il y a du budget, c'est super. Et donc, on a ce cercle de femmes, effectivement, j'avais oublié la scène, j'avais zappé la scène au pied de l'arbre-cœur, que j'aime beaucoup. On a ce cercle de femmes que j'ai trouvé très intéressant, parce que du coup, il y a des vraies dynamiques genrées il y a les hommes qui parlent politique et chasse et qui sont plutôt évidemment dans l'action, le sport, le divertissement, et les femmes qui sont assises, qui sont beaucoup plus statiques et qui mangent beaucoup en discutant. Alors,
c'est un peu du gossip, mais en vrai c'est quand même du gossip sérieux puisqu'elle parle politique un peu. Hein. Oui, et elle parle notamment au début. Donc il y a Lady Redwine, c'est la dame un petit peu âgée qui a un pug, un chien. Alors moi le pug m'a sorti du truc parce que c'est un chien moderne, c'est une race qui n'existe pas depuis très longtemps, c'est des croisements divers et variés, et c'est vraiment bizarre du coup je trouve de voir un pug dans un truc médiéval. J'étais là, mais attends, il y a un Shiba aussi qui va passer ou quoi? Mais bon, après c'est marrant. Et il y a Squeezie dans 2 secondes. Il y a Squeezie qui promène son Shiba à King's Landing là. Donc cette dame, qui pour info est une ancêtre de Olenna Tyrell, la super vieille mamie ultra badass dans Game of Thrones, la mamie de Marguerite. Voilà, c'est à la fin ça finira par donner cette lignée là. Qui évoque quand même une certaine Lady Joanna, qui est probablement une Lannister, qui aurait été capturée du coup par les hommes du Crab Feeder, qui prennent aussi du butin, et le butin ça inclut les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons pour les vendre comme esclaves sexuels. Donc la scène quand même s'ouvre avec ce truc de il y a une noble qui s'est fait kidnapper et qui va être vendue comme esclave sexuelle, et ses filles aussi. Donc on est quand même sur des problématiques graves. Et on a un autre personnage qui est le seul personnage masculin qui rejoint ce cercle de femmes puisqu'il est handicapé. C'est le fameux, je vous avais dit, vous savez pas qui c'est, mais vous le saurez. C'est Larys Clubfoot, donc c'est son surnom, Larys Pied-Beau. Son vrai nom, c'est Larys Strong. C'est un des 2 fils de Lionel Strong. Lionel Strong, c'est le mec qui ressemble un peu à Robert Baratheon, qui conseille Viserys et qui est le seul qui lui donne, qui a l'air en tout cas de lui donner des conseils désintéressés pour le bien du royaume. Bah, il a 2 fils, un dont on parlera un peu plus tard, et celui-là qui a un pied beau, qui du coup s'installe en disant je me joins à vous, je ne suis pas taillé pour la chasse ou quelque chose comme ça. Je suis très curieuse de savoir ce qui va devenir ce personnage parce que je pense qu'il va être important. Et je trouve que c'est toujours cool d'avoir un mec qui n'est pas dans les codes de la virilité. Je trouve que George R. R. Martin travaille bien ses personnages. Le meilleur exemple étant Tyrion. J'ai hâte de voir. Et moi, j'aimerais bien, je pense pas que c'est pas ça dans le bouquin, mais j'aimerais bien qu'ils en fassent le premier Lord Chuchoteur. C'était Varys, tu sais, c'est le chef des espions. Pour l'instant, il y en a pas. C'est un rôle qui n'existe pas à la couronne. Et je pense que vu comme il mange son petit cookie en écoutant le gossip, je suis d'accord. Il y a moyen qu'il donne des petits bails à l'oreille de Viserys ou de la future reine Rhaenyra, qui sait, ou de quelqu'un d'autre qui peut-être finira par prendre ce trône inconfortable. Ouais, c'est clair. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà, gardez un œil sur lui. Le mec qui boite, c'est Larys Clubfoot, alias Larys Clubfoot, alias Larys Strong. Il va être important. L'autre truc qu'ils disent aussi, c'est que la pression monte de plus en plus du côté des nobles, etc., pour que le roi agisse. Est-ce qu'on n'est pas sur le même thème depuis 3 épisodes, qui est Viserys aime Warhammer, n'aime pas décider des trucs. Du coup, Viserys n'est pas vraiment un roi très actif. Il est pas mal entouré en soi. Son conseil restreint est pas non plus formé que comme à l'époque de Robert Baratheon, de gens qui le flattent et qui détournent l'argent de la couronne. Il a pas un Littlefinger prêt à planter tout le monde. Mais bon, alors qu'est-ce que tu penses de la main du roi, toi, de Otto Hightower, le père de Alicent? Bah, pour moi, je trouve vraiment que le fait qu'il montre que le mec est intéressé seconde 2 pour que sa fille, mais tu vois, en plus moi je l'avais pas capté que il envoyait sa fille draguer le Viserys avec les robes de sa défunte mère. Putain, ça c'était complètement dingue. Je te filerai une tenue de chouin de ta daronne pour aller voir le roi qui vient de perdre sa femme. Et tu vois, dans ma tête, moi je suis un peu naïf et je me dis ok, bah il veut juste que il aille consoler. Enfin tu vois, je m'étais pas dit ok, il envoie sa fille aller pépon le mais on roi, est où? quoi. On est dans House of the Dragon. Et oui, mais je t'avoue, pas dans Modern Family là. Mais en fait, pour moi, dans ma tête, la main, elle est là aussi pour être au service, tu vois, et pas pour se placer. Donc il y a un vrai truc de mais what the fuck, enfin tu vois, à quoi tu sers quoi. Et le simple quand t'es la main d'un roi aussi peu décisif, tu décides quand même toi-même beaucoup de choses. Mais donc exactement. C'est évidemment pour se placer qu'on devient main du roi. Mais exactement, mais d'un autre côté, je me dis tu peux aussi te dire que tu veux avoir une forme de pouvoir sans pour autant venir placer ta fille sur et en même temps, peut-on le blâmer d'essayer de faire grandir sa maison, de mettre sa fille dans une position qui est probablement la position féminine la plus puissante du royaume, et il lui dit j'espère que ton fils sera l'héritier du trône parce que c'est ton fils, t'as pas envie qu'il devienne roi, tu vois, c'est cool. Donc est-ce qu'on peut vraiment le blâmer tout comme Rhaenyra elle veut le trône, plein de gens veulent le trône, lui il veut placer sa famille, c'est peut-être pas fait de façon très délicate. J'ai regardé avec ma chérie qui était là mais non mais c'est inadmissible et tout, et je me disais mais en fait je crois que à l'époque ça fait partie du jeu des jeux de pouvoir quoi, tu vois, tout simplement. Donc mais il y a juste un truc qui me dérangeait, c'était le fait que en fait ce soit la main quoi, tu vois. Donc pour moi la main elle est là pour aider, tu vois. Alors certes pour conseiller, mais en soi il le fait. C'est juste que alors bon et c'était intéressant il a pas du tout dit au roi d'épouser sa fille. Il lui a pas conseillé d'épouser sa fille. Il lui a pas déconseillé d'épouser Laena Velaryon. Il lui a simplement dit oh là là ça doit être vraiment dur pour vous.
et il l'a regardé. Et il lui a juste pas dit de faire le truc, quoi. Peut-être que s'il lui avait dit, en vrai, oui, épouse Lena Velaryon, c'est genre le meilleur choix, comme tout le monde, peut-être que ça aurait été la parole de plus qui aurait motivé Viserys. Mais là, ça va à l'encontre de ses intérêts personnels. Exactement. Après, on le voit pas faire grand-chose d'utile pour le royaume, honnêtement, ni Viserys, ni sa main. Quand Corlys a tiré à l'armée sur Crabfeeder, il était plutôt dans la team non, pas besoin d'y aller, on va dédommager, et puis ciao. Donc on sait pas encore si c'est une très bonne main pour le royaume. Je pense qu'il est bien... Enfin, je pense que il fait pas de mal à Viserys, il est pas en train de vraiment le parasiter, le manipuler, mais ça l'arrange bien d'avoir un roi qui n'aime pas trop prendre des décisions et qui se repose sur lui, je pense. Et puis, comme tu le dis, sa fille, pour l'instant, s'en sort pas mal, puisque elle a déjà fait un héritier, il y en a peut-être potentiellement un deuxième. Pour une femme dans ce monde-là, c'est plutôt gold. Et clairement. puis, on voit à la fin leur discussion, et tu te dis, bon, bah, sans doute, elle a une influence positive sur lui, donc c'était peut-être pas un si mauvais move que ça d'envoyer sa fille au charbon. Réconforter ce bon roi. JPP, vraiment. Je m'imaginais, enfin, tu vois, t'as fait des vannes dans le récap rigolo sur la position de père féministe. Mais vraiment, je me dis... Si vous aimez le patriarcat, n'hésitez pas à lire mes récaps rigolos. Ouais. Ok, incoming. The best boy, Jason Lannister. Oh là là. Quel flow. Le mec, il arrive, il est là. Chez nous, c'est le plus beau, mon gars. Ok, Rhaenyra, je te dis, Castral Rock, c'est le plus beau. C'est plus beau que chez vous. Le vin, il est meilleur. Les gars, ils sont plus beaux. Les chevaux, ils vont plus vite. On se baise ou pas? Rhaenyra, elle est là. Bonjour, déjà. Et aussi, garde bien la pêche. Moi, j'ai bien... Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette scène de drague? Alors, en plus, il a vraiment, lui aussi, 20 ans de plus qu'elle, mais ça, on va dire, ça fait partie... Si on attend des gens de son âge, on va vraiment attendre longtemps. Elle se débrouille très bien pour comprendre ce qui se passe et les conduire. Clairement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'elle n'avait pas envie de venir à cette chasse, c'est qu'elle se doutait bien que elle a 18 ans, en fait. Il va falloir se marier, comme le dit Viserys à un moment, en fait. Il faut qu'elle ait un roi qui sera son consort, qui sera pas le roi, mais qui sera son compagnon, qui la guidera, qui l'accompagnera. Il faut bien qu'elle trouve quelqu'un. Et c'est un bon parti, puisque c'est pour l'instant l'héritière désignée du trône, et que quand bien même ça changerait éventuellement, ça reste une Targaryen, fille du roi, qui du coup ne devrait jamais être fauchée, par exemple, dans la vie. Très peu de chôme du. Mais alors le Jason, là, moi il m'a fait penser à ces mecs nouveaux riches, tu vois, qui font en sorte d'avoir des fringues de marque, parce qu'en fait pour eux c'est hyper important d'avoir des signes extérieurs de richesse. Grave. Les petits sacs Gucci, les Louis Vuitton, la petite Lambeau là, tu vois, c'est là, ouais, ok. Ah grave, moi, il a grave une Lambeau qui fait exactement. Tu vois, pour moi il était vraiment au feu rouge, tu vois, en train de lui dire, hey, dis donc, tu m'entrais pas dans ma caisse. Un sup, quoi. Et je trouve que c'est hyper bien joué, et que leur dialogue marche très bien, et qu'il est un sup bien comme il faut, ce perso, tu vois. Je trouve que c'est hyper réussi, on le comprend tout de suite. On le voit, et en 2 secondes, on est là. Je vois exactement qui c'est, je le déteste. Mais aussi, moi, j'espère, alors c'est pas un spoiler, je sais plus à quel point il va rester, et je sais pas ce qu'ils vont en faire dans la série, mais j'espère qu'il aura un peu ce rôle aussi d'apporter du comique, parce que clairement, il est méprisable, et Rhaenyra le méprise, et je trouve que cette scène est très très marrante de le voir comme ça, faire le pan devant une ado qui s'en fout de sa vie. Donc j'espère que il va peut-être revenir pour aussi amener ce côté un peu plus léger, et je trouve que c'est marrant de voir la différence avec son frère, qui est son frère jumeau du coup, qui alarme le roi au début, qui est très sérieux. Fun fact, ils sont joués tous les deux par le même acteur, donc on n'est pas sûr, ils ont pris des acteurs jumeaux, c'est le même gars, comme les Winklevoss dans The Social Network, ou, grosse ref, quoi ils ont fait une Anou 4, c'est le même acteur qui joue les deux, même quand ils sont dans la même scène. Dans les Winklevoss? Oui, les Winklevoss, c'était Armie Hammer, tu sais. C'est le même... Bah, c'est Armie Hammer qui joue les Winklevoss dans The Social Network, le film sur Facebook. Les jumeaux, c'est un seul acteur, Armie Hammer. N'hésitez pas à le googler, il a une actualité intéressante en ce moment. C'est pourquoi? Mais il y a tout un bail, mon gars, il est cannibale, Armie Hammer. Quoi Attends, mais c'est pas le sujet du podcast, mini digression. Armie Hammer, alors non, il est cannibale. Il a des kinks cannibalisme, où genre il disait à des meufs, j'ai envie de te manger, j'ai envie de te dévorer, de manger tes côtes et tout, machin. Bon, ouais, why not, c'est du roleplay. Mais gros forceur, intense, et en fait, plus il y a eu des révélations, il vient d'une famille, mais complètement frappadingue, de richissime, c'est Succession, mais c'est Kendall Roy, mais en fou, alors que Kendall dans Succession est déjà fou. Et là, il y a un docu qui vient de sortir qui s'appelle House of Hammer, sur sa famille et sur lui. Bah, Valentin a regardé le premier épisode, je lui ai dit est-ce que je regarde, il m'a dit alors c'est ouf, genre c'est vraiment fou, mais direct viol et tout, enfin c'est gravissime quoi. Ok. Donc voilà, Armie Hammer qui joue les jumeaux Winklevoss, c'est une seule personne,
n'hésitez pas à le googler. Et c'est un seul acteur qui joue les jumeaux Lannister, tout comme Lindsay Lohan dans Anouk 4, un chef-d'œuvre des années 2000. Et c'est, fun fact, c'est rare, mais c'est déjà arrivé dans Game of Thrones. C'est un acteur qui a déjà joué dans Game of Thrones. C'est juste qu'il avait un petit rôle et qu'on l'a oublié, donc ils l'ont repris pour jouer complètement quelqu'un d'autre. Il jouait un chevalier qui s'appelait Hugh of the Vale dans Game of Thrones saison 1 ou 2, je sais plus, qui était pas très important. Mais du coup, voilà, c'est le même acteur qui revient. Et tu vois, je trouve que vraiment le côté nouveau riche marche très bien, notamment par rapport à Tywin et à Tyrion. On finit par savoir des Lannister, où tu te rends compte en fait qu'ils ont acquis les codes au fil des générations, etc. Là où tu sens que lui, il a pas du tout les codes de comment ça marche. Et ce fameux truc de transfuge de classe finalement, dont on parle beaucoup en ce moment, où il y a, en fait, t'as beau avoir la thune qui va avec et le rang social, en fait, mon gars, t'y arriveras pas parce que t'as pas les codes. Et je trouve qu'il y a vraiment, c'est très très bien illustré la façon dont Rhaenyra lui l'envoie bouler avec fermeté et classe, juste parce qu'en fait, gars, t'as pas les codes de comment faut faire pour me draguer, quoi. Donc juste rentre chez toi. Et on voit que même plus tard, quand il offre une lance au roi, tout le monde le regarde un peu de haut, quoi. Tout le monde est là, oh là là, non, c'est encore lui, c'est le flambeur qui va se la raconter, tu vois. Donc, ça permet aussi de comprendre l'obsession de Tywin Lannister pour sa lignée et la grandeur de sa famille, parce que, effectivement, dans Game of Thrones, ça faisait pas si longtemps que les Lannister avaient arrêté d'être des bolosses, globalement. Et il était là, c'était pas cool quand on était des bolosses, j'ai pas envie que mes descendants soit de nouveau des bolosses. Donc voilà, gardez un œil ouvert pour Jason Lannister, qui a le bon goût en plus de s'appeler Jason comme un tocard. Désolé pour les Jason, mais je trouve que c'est un prénom qui est un peu connoté, qui est très moderne, quoi. Et d'ailleurs, ça fait rire beaucoup de gens anglophones qui s'appellent Jason, parce que c'est vraiment comme s'il s'appelait genre Jordan, tu vois. Ou Kevin, c'est un prénom qui a l'air anachronique, alors que évidemment Jason, l'antiquité grecque, tout ça, c'est un vieux prénom, hein, mais on a rarement l'habitude de le voir dans du médiéval. Ensuite, Rhaenyra, elle comprend qu'elle est là pour se faire marier. Elle comprend qu'elle est à la foire bestiaux pour se faire draguer, qu'on lui regarde les dents, les sabots, etc. Elle dit, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça. Je prends mon cheval, on se lève et on se casse. Dada. Donc voilà, elle fait une Adèle Haenel, elle se tire, elle décide d'aller se balader dans la forêt, accompagnée bien évidemment, et on va en parler. Alors accompagnée, non, le gars, la course. Oui, mais il a pas le choix, quoi. Oui. Elle sait qu'il va finir par la courser, mais c'est son travail, littéralement, c'est son garde du corps. Un sup. Sir Criston Cole, parlons-en. Ce Jon Snow V2 là, ce Jon Snow Wish avec ses petites bouclettes et ses yeux noirs. Je l'adore, il est très mignon. Donc on avait fait un petit topo sur lui, mais Criston Cole, et il l'explique d'ailleurs à Rhaenyra, elle l'a choisi dans l'épisode précédent comme nouveau membre des Kingsguard. Donc pour rappel, les Kingsguard, c'est l'ordre des gardes du roi, qui n'ont pas le droit de... En gros, c'est comme la garde de nuit, le serment des Kingsguard. Ils n'ont pas le droit d'avoir des terres, d'avoir une descendance, d'avoir une femme, etc. Donc Rhaenyra, par exemple, ne pourrait pas... elle n'a pas le droit. Elle pourrait, mais elle n'a pas le droit de coucher avec lui. Ce serait... il se ferait vraiment décapiter, quoi. C'est big nono. Tu es un Kingsguard, tu ne baisses personne, et surtout pas la future reine que t'es censé protéger. Est-ce que c'est jamais arrivé? Non, mais... C'est pour ça que tu faisais une vanne sur le fait que il pouvait mourir si jamais... Ok. Oui. Dans le récap rigolo, il y a une vanne où elle lui dit on baise, il est là, non, parce que j'aime bien rester vivant. Mais honnêtement, c'est très grave en plus de déflorer la future reine en lui faisant potentiellement un bâtard. C'est big nono, hein. On ne veut pas de ça. Rappelez-vous alors il y a une forme de contraception un petit peu à Westeros. Il y a une boisson qui peut permettre une boisson abortive plus que contraceptive. Okay. Dans l'épisode précédent, il y avait Mysaria, la compagne de Daemon, qu'on n'a pas vu d'ailleurs, on sait pas ce qui lui arrive, qui a dit ça fait longtemps, j'ai fait il y a bien longtemps le nécessaire pour ne jamais être menacée par la perspective de childbirth, de donner vie. Donc on sait pas trop si elle veut dire qu'elle s'est fait stériliser d'une façon ou d'une autre, ou si c'est juste qu'elle fait attention avec peut-être des cycles, peut-être qu'elle fait la symptothermie, tu vois. Moi j'avais compris qu'elle s'était fait stériliser. Moi je l'ai entendu aussi comme ça m'a intriguée parce que j'étais là, mais comment? Je pense pas qu'on a des hystérectomies et des ligatures des trompes, donc à voir, peut-être que ça reviendra sur le tapis. Bref. Donc Criston Cole est le nouveau Kingsguard. On voit qu'il a l'air d'être assigné un peu spécifiquement à Rhaenyra, qu'il aime bien, qu'elle a choisi, etc. Et il vient, c'est ce qu'il lui explique à un moment pendant cette balade / course en forêt. Lui, il vient d'une famille quasiment roturière. Il a gagné ses titres de noblesse de chevalier et il a été adoubé parce qu'il s'est battu justement à Dorne, puisque Dorne n'est pas encore dans le royaume. Il y a des échauffourées entre Dorne et Westeros. Il s'est battu là, il a fait ses preuves, il a été anobli. Et il explique que, en gros, s'il n'était pas Kingsguard, il pourrait épouser une femme du peuple, mais que il n'est pas encore assez noble pour prétendre à épouser une noble. Et alors encore moins évidemment Rhaenyra Targaryen, première du nom, future reine. Et notez que Rhaenyra lui demande pas si innocemment c'était quoi sa vie d'avant, etc. Et en gros elle lui demande est-ce que t'es vierge, est-ce que t'as déjà été avec des meufs, puisque là tu vas plus l'être. Et lui dit
Je roulais ma bosse. J'ai bourlingué. Qu'est-ce que tu penses de cette dynamique? Qu'est-ce que tu penses de ce personnage? Bah écoute, pour moi, pas grand-chose. Pour l'instant, il sert un peu à rien, je trouve. Et on le voit dans le premier épisode, je crois, pendant ça le... fait 3 épisodes qu'il a une scène dédiée, puisque premier épisode, Rhaenyra et Alicent disaient il vient de Dorne et tout machin. Alors non, il vient pas de Dorne, il s'est battu à Dorne, mais il vient du sud, il est un peu typé, et il demandait la faveur de Rhaenyra. Deuxième épisode, elle le choisit en tant que Kingsguard, avec vraiment genre, il y a pas de doute, les autres ça m'intéresse pas, c'est lui, et bon. C'est pour une vraie raison, hein. C'est le seul qui a de l'expérience au combat, mais elle avait aussi un peu envie que ce soit lui. Et là, de nouveau, des scènes avec Criston Cole. Donc gardez l'œil dessus, il va être important, mais pour l'instant, on sait pas trop pourquoi. Ouais, il sert un peu à rien, quoi. C'est exactement comme tu dis, c'est le Jon Snow Wish, quoi. Tu vois, pour moi, c'est exactement ça. C'est Jon Snow, quoi. Et encore, Jon Snow, il a un enjeu. Il arrive à la garde de nuit, il a perdu c'est un bâtard, il va faire des expéditions au-delà du mur, il lui arrive plein de trucs. Pour l'instant, lui, c'est le garde du corps. Oui. Voilà. Et en même temps, souvent j'aime beaucoup les rôles de garde du corps, tu vois. Je trouve que quand tu les développes bien, c'est des persos qui sont dans le sacrifice, qui sont dans le don de eux à quelqu'un d'autre, encore plus là parce que c'est un Kingsguard. Je trouve que la dynamique entre eux, le fait qu'il est pas très loin de son âge, le fait qu'il soit mignon et tout, ça marche bien. Et c'est toujours cette question de la lutte entre l'amour et le devoir, c'est quand même une prévalence dans Game of Thrones et donc dans House of the Dragon. Je suis un peu curieuse de voir est-ce qu'il va se passer des trucs. De toute façon, c'est un petit brin qui est chevalier avec une armure, toi, t'achètes, quoi. Oui. Est-ce qu'en grandissant, tu vois, j'irais pas plutôt sur les genoux de Daemon voyager Non, je suis team Corlys. Non, moi je prends le bateau avec Corlys. Let's go, on va par-delà les mers voir enfin ce qu'il y a à l'ouest de Westeros parce que personne le sait, quoi. C'était évident, Mimi. Évidemment, on va faire ça. Voilà, gardez un œil sur Sir Criston Cole. Mais toi, t'en penses quoi? Je suis assez d'accord avec toi. Alors moi je sais pourquoi il est important et j'ai hâte. Je trouve que c'est un bon perso, en tout cas dans le bouquin, s'il garde la même construction. Il a pas du tout eu le destin que je m'attendais à ce qu'il ait. Je m'attendais à un truc peut-être un peu plus linéaire, un peu plus attendu, mais partez du principe que, surtout comme la série va se passer sur une période assez longue, il y a énormément de personnages qui vont vous surprendre, vous décevoir, vous choquer. Il y a pas de gentil, il y a pas de méchant. Si là vous êtes en train de vous dire, je sais pas, Rhaenyra c'est une gentille, il y a pas de gentil, il y a pas de méchant. Alors il y a des gros connards, genre le crab feeder, je pense qu'on peut dire qu'on est dans une cruauté totale, mais il y a pas de Ramsay Bolton et il y a pas de gentil Jon Snow. Ça va être assez confus. Moi j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Criston Cole. J'aime bien l'acteur, je trouve que le côté Jon Snow bis marche très bien et ils savent très bien ce qu'ils font, tu vois. Mais c'est marrant, Kit Harington c'est quand même une des plus grosses stars qui est sortie de Game of Thrones. Donc pourquoi pas essayer de transformer l'essai. Mais je suis d'accord avec toi sur, pour l'instant, à part dans cet épisode, donner à Rhaenyra quelqu'un avec qui parler, parce que sinon elle est toute seule et il n'y a pas grand chose. Il sert pas de ouf. Ah, quand même, il est témoin du cerf blanc. Il voit que le cerf blanc, donc on va en parler, voit Rhaenyra. Et c'est le seul qui le sait et qui peut le dire. Donc c'est quand même pas inintéressant que quelqu'un d'autre l'ait vu, même si c'est pas non plus de la magie, quoi, mais c'est pas mal en termes de symbole. Tu vois, même il se fait buter par... il se fait écrabouiller la gueule par ce sanglier, là. Oui. Ok, mec, c'est-à-dire que... Mais il a battu Daemon. Et ça, on n'oublie pas. Il a battu Daemon et il aurait pu vraiment tuer Daemon, quoi, en combat singulier. Ce qui est, comme on va le voir dans cet épisode, pas facile à faire, même quand t'es 55 connards contre one guy with one blade. On parlera, mais l'armure, comme on dit, l'armure de scénario est épaisse, hein, dans ce Dragon. L'armure de scénario. C'est du bon Kevlar. Petit point cerf blanc, on a quand même cette storyline dans l'épisode, qui est un truc qui était aussi dans les bouquins de Game of Thrones. Il y a des cerfs albinos, parfois, dans les bois du roi, qui ont une réputation un peu mythique, un peu sacrée, qui sont très rares, et qui sont censés être un vrai symbole de la royauté. Alors ça l'était encore plus avec les Baratheons, puisque leur emblème c'est un cerf. Et du coup, Otto espère que le cerf blanc qui a été repéré par les éclaireurs du roi va être capturé et mis à mort, puisque ça sert à ça la chasse, comme un bon présage pour le futur roi Aegon. Parce que lui, il est vraiment en mode, on arrête de faire semblant que c'est la meuf. On est d'accord, c'est pas la princesse, c'est le petit. Oui, d'accord, super. Donc lui, il est vraiment très déterminé. Et comme on le verra, ce n'est pas Aegon que ce cerf blanc va aller voir. Et il s'en sort. Il ne meurt pas à la fin de cet épisode. Bravo à lui. Je suis contre la chasse. On a, on en a parlé du coup, mais il y a cette scène de Jason Lannister qui offre une lance à Viserys, où on voit que Viserys, il est en picolance totale, puisqu'il commence cette scène avec quelqu'un qui lui sert un verre, et il finit cette scène où c'est lui-même avec le pichet qui est en train de se servir en mode non, vas-y, laisse-le là, je vais m'en sortir. Et on voit cette posture de roi que moi je trouve très intéressante, où il est vraiment installé sur une estrade un peu en hauteur, et plein de gens, y compris les plus grands nobles, viennent devant lui présenter des cadeaux évidemment pour célébrer l'enfant, mais aussi avoir plein de discussions politiques, qu'il y en a plein qui se passent dans cette tente royale. Et j'avoue que j'étais un peu surprise, j'étais là, mais vous parlez ça devant tout le monde ? Enfin,
Genre vraiment tout le monde est là, il doit y avoir 50 personnes dans cette tente et vous êtes en train de parler de est-ce que ce serait pas mieux que Aegon il soit successeur du trône et tout. Je suis là, vous avez pas des pièces de réunion, des coworking, je ne sais pas. Mais je pense que c'était, moi je l'interprète comme on a un super décor, on va tourner toutes les scènes dans le décor et oui, et ça se dire que les autres ils entendent pas, ils sont un peu loin, tu vois. Ça me choque moins qu'ils en discutent en tête à tête versus ce moment où Rhaenyra rentre et qu'en fait son père lui hurle dessus devant tout le monde, où c'est là où justement la main Otto lui fait au fait il y a un cerf blanc, et là tu as fait une très bonne vanne en disant je l'imagine très bien en train d'envoyer du talc sur le putain de cerf juste pour faire diversion, tu vois, à ce moment-là, parce que j'étais sûr qu'il avait inventé un faux cerf blanc. Mais là, pour le coup, ouais, c'est vraiment mec, respire, quoi, tu vois, t'es vraiment devant tout le monde, arrête d'engueuler ta fille comme ça se fait hâte, quoi. Et en même temps, c'est le roi. Il fait ce qu'il veut. Et ça fait quand même pas mal d'années qu'elle est chiante, quoi. On le sait aussi, tu vois. J'avoue, patience. En tant que père, moi-même, de 2 filles adolescentes, je peux comprendre qu'à un moment donné, t'aies envie qu'il y ait un petit kick qui parte, quoi, tu vois. Tout à fait. Cette histoire de lance, elle est chelou d'ailleurs, parce qu'il finit par aller buter le cerf. Un cerf, qui n'est pas le cerf blanc. Pas le fameux cerf. Et ils sont là en mode, c'est quand même un beau cerf, mon roi, il est bien, soyez pas triste. Je suis là, vraiment, c'est un enfant, quoi. Pourquoi il prend la lance? Enfin, tu vois, en gros, c'est un cadeau cérémonial qui vise à être utilisé pour tuer. Alors, il espérait que ce soit le cerf blanc, mais ça l'est pas. Donc, il l'utilise pour être poli, en gros. Et alors, il y a beaucoup d'armes importantes dans cet univers, notamment toutes les épées en acier valyrien, celles de Daemon, par exemple. Elles ont des noms et tout. Alors, je suis pas nerd au point de connaître les noms des épées et des dragons. Ok, je les cherche sur Google. T'es nerd au point de capter que la fameuse dague qu'il a... Viserys. C'est Viserys qui a la dague, une longue dague qui est tout le temps à son côté et qui dépasse tout le temps. Genre vraiment, on la voit en permanence dans tous les plans. Je trouve ça hyper intéressant. C'est la fameuse dague avec laquelle, souvenez-vous, Game of Thrones, saison 1. Bran se fait attaquer, il est dans le coma, il se fait attaquer, Catelyn le sauve de justesse et il allait se faire poignarder par une lame en acier valyrien. C'est extrêmement rare, donc c'est clairement pas un random coupe-jarret qui est venu faire ça. Et il y avait toute une histoire de qui a commandité cette tentative d'assassinat sur Bran Stark. Les soupçons du public se portaient a priori sur Jaime, puisque c'est Jaime qui l'a jeté parce qu'il les a surpris en train de coucher ensemble avec Cersei. Rappelez-vous, épisode 1, c'était bien, non, saison 1, épisode 1. Quel bail, putain. Ah, ça commençait fort. Dans le livre, il me semble qu'on finit par apprendre que c'est Joffrey Baratheon qui a fait ça. À la fois parce qu'il y a un micro truc de pitié de, en fait, il est dans le coma, il va être handicapé à vie, autant le buter. Moi, je voudrais pas vivre comme ça. Et deux, c'est le genre de move que mon père respecterait. Parce que donc lui, il pense être le fils de Robert Baratheon, qui n'est pas une bonne personne. Et beaucoup de la cruauté de Joffrey vient c'est à ça que mon père réagit positivement. Donc voilà, petite anecdote. Donc cette dague a failli tuer Bran Stark, et elle a fini après moult circonvolutions par atterrir entre les mains d'Arya Stark, qui a tué le Night King avec, d'un coup rapide dans la nuque, plus rapide que pour tuer un sanglier. Voilà, c'est plus rapide. Et cette dague, eh bien c'est celle, elle s'appelle Cat's Paw, et c'est celle donc patte de chat. C'est celle que Viserys porte en permanence, à voir si elle va servir. Daemon en a une autre, dont on l'a vu se servir en traître dans cet épisode, qui elle doit avoir un nom aussi, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas les noms des armes. Donc voilà, il y a plein d'armes importantes dans Game of Thrones. A priori, cette lance n'en est pas une. Okay. Elle n'est pas spéciale. Je pense qu'en plus, s'ils en reparlent, ce sera peut-être pour dire qu'elle est un peu ratée, qu'elle tient pas bien, parce que continuer le truc de Jason Lannister qui aime les choses clinquantes, mais pas forcément qualité. Et peut-être que Viserys rate la mise à mort en partie parce que lui il est nul et pas très décidé dans la vie, et peut-être aussi parce que la lance elle est pas super. Je pense pas qu'il y a beaucoup à s'apesantir dessus. Gardez en tête qu'il y a une lance, mais je suis pas sûr qu'elle va ressortir. J'ai dit qu'il y a pas de comédie dans House of the Dragon, j'ai menti. Il y a la scène la plus drôle pour l'instant, qui est le moment où Otto Hightower suggère à Viserys de faire épouser à Rhaenyra l'enfant de 2 ans dont ils sont en train de fêter l'anniversaire, qui est aussi son demi-frère que son père a eu avec sa meilleure pote. Peut-il y avoir pire combo en termes de... Ça ferait un beau parti, non? C'est pas mal. Et je trouve que cette scène est hilarante parce que la tête de Viserys qui fait vraiment un... Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il regarde Otto, il regarde le gamin qui est en mode blablabla, je suis un gamin, il regarde Otto, il est MDR, il est là, pas du tout. On ne va pas faire ça du tout. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette scène, de cette suggestion de Otto Hightower qui pour le coup n'essaye pas de pousser sa propre maison, mais qui, on peut dire qu'il pense outside the box. Mais tu vois, c'était cool que je le regarde avec toi, parce que tu m'as ramené un point de contexte qui était génial et que je crois à côté duquel je serais complètement passé si je t'avais pas eu à côté de moi. Et donc je me permets de vous partager ce truc-là si vous écoutez ce podcast. Peut-être ça vous expliquera aussi, c'est que tu m'as dit
en fait, il propose ça aussi de base parce qu'il y a une tradition incestueuse chez les Targaryens et donc, après tout, pourquoi pas, C'est pas si choquant. Mais alors, c'est intéressant. Donc, les Targaryens, historiquement, ils se marient entre frères et sœurs. En tout cas, en famille, si jamais il n'y a pas de frères ou de sœurs directs, ils vont prendre les cousins, les cousines, les neveux, les tantes, les oncles. C'est en partie pour, je pense, un truc un peu fasciste de on est mieux que les autres, et en partie parce que leur magie, c'est vraiment un peuple magique puisque c'est les seuls qui contrôlent les dragons. Et ils ont peur que s'ils diluent trop leur sang, à la fin plus personne ne puisse contrôler les dragons et qu'ils perdent la source principale de leur puissance. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont bien focus là-dessus. Et effectivement, pour l'instant, comme Rhaenyra n'a pas de frère, c'est bien le problème. On n'a pas eu trop ce truc de, en fait, oui, ils peuvent se marier entre frères et sœurs, et ils vont le faire, et c'est normal. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui, au-delà du fait que Aegon a 2 ans, ont dû dire, mais attends, mais c'est son frère? Oui. C'est littéralement pour ça qu'il propose Otto Hightower, et parce que, du coup, si on dit que c'est lui l'héritier, mais elle se marie avec, elle est quand même reine, tu vois. On fait un package, je sais juste que c'est pas elle qui va décider. L'air de rien, c'est malin politiquement. Mais tu vois, il donne pas que des conseils vraiment éclatés, quoi. Mais ça pose des vrais soucis parce que, et ça, je pense que c'est une intrigue qui va se développer et j'ai hâte de la voir. La religion à Westeros, c'est les 7. Donc il y a des septuaires, il y a des septons, des septas, et ces 7 divinités sont vénérées par le peuple tout entier. Voilà. Alors il y a les nordistes ont leurs arbres-cœurs, mais à part ça, c'est la religion d'État. Et elle est quand même très puissante. Et ils aiment pas l'inceste. Dans les textes sacrés, ils aiment pas l'inceste, c'est non. Et du coup, quand les Targaryens sont arrivés, il y a eu des vrais problèmes de friction entre l'Église et de l'État, au point qu'il a fini par avoir un quasi-soulèvement populaire avec une confrérie de gens religieux, de pauvres religieux, qui dénonçaient du coup l'hérésie du trône parce qu'ils voulaient pas que les Targaryens se marient entre eux. Et ça a fait énormément de problèmes géopolitiques, et il a fallu, je crois que d'ailleurs c'est Jaehaerys, le grand-père de Rhaenyra, le vieux roi qu'on a vu au tout début, qui a réussi à trouver un accord relativement fragile avec l'Église, avec le clergé, où en gros il y a un texte, une doctrine, la doctrine de l'exception Targaryen, qui dit non, le mariage entre frères et sœurs, sauf pour les Targaryens parce qu'ils sont magiques. Littéralement, là, c'est comme si le pape disait ça, quoi. C'est comme si le pape disait l'inceste c'est non, sauf pour telle famille qui a le droit. C'est l'équilibre qu'ils ont trouvé, mais le grand public de Westeros n'est pas hyper chaud avec ces histoires d'inceste, donc c'est pas complètement bête politiquement de proposer cette union, mais c'est aussi un risque parce qu'en vrai, Rhaenyra qui se marie à son frère, il y a quand même plein de gens du peuple qui vont être là. On continue à penser que c'est dégueulasse quand même, hein. Et pas juste dégueulasse, genre que c'est à l'encontre de notre religion. Donc ce sera intéressant de voir si ils ramènent cette histoire de c'est pas très bien vu en vrai l'inceste, et on verra d'ailleurs que ça va mourir avec les Targaryens jusqu'à ce que Jaime et Cersei décident d'être un peu vintage et de faire un remake. Et à l'ancienne. Ça leur portera pas chance. C'est pas pour des raisons de magie, pour le coup. Non. C'est juste parce qu'en fait, parce qu'ils sont bizarres. C'est chaud. Oui, mais ils vont pas bien. Ils vont mal, hein, ces enfants. Ils allaient mal, je pense. Ils vont pas bien. Voilà. Ayez Tywin Lannister comme père, ça fait toujours des enfants stables. Autre mariage proposé dans la foulée, Lionel Strong. Donc, Lionel Strong, c'est le mec qui ressemble un peu à Robert Baratheon, qui est un peu enrobé, qui est barbu, et qui donne des bons conseils au roi. Il arrive, et immédiatement, le roi, il est là, quoi? Toi, si tu veux épouser ma fille, à quoi? Tu veux que ton fils, il épouse ma fille? Il est là, oh! On redescend d'un ton. Calm the fuck down. Merci. Rappelons que Viserys est Torchax à ce moment-là. Oui. Et que la main du roi vient de lui proposer de marier son fils de 2 ans à sa fille de 18 ans, donc on peut entendre qu'il en est marre. Mais ce qui est marrant, parce que, encore une fois, mec, ça fait partie de tes prérogatives de roi d'organiser le mariage de ta fille. Tu sais que t'as organisé cette chasse en partie pour ça. Tu vas pas râler sur les nobles quand ils viennent te dire mon fils il serait bien pour votre fils. C'est l'une des raisons d'être de cet événement. C'est au programme, quoi. Il y a une animation qui veut épouser Rhaenyra, tu vois. Donc lui il râle, il a arrêté de me proposer tous vos fils. Ah oui mais les gars. Ouais mais je trouve aussi. C'est le métier, hein. Je trouve aussi qu'il dit, mais en fait, il en parle un peu après, c'est que il a pas forcément envie de marier sa fille de force en fait. Et je trouve ça plutôt cool. Tout à fait, mais il a pas les gens peuvent proposer. Oui. Et après, c'est pas lui qui va décider. Bref. Oui. En tout cas, il aboie sur tout le monde, mais il est à pas mal de verres de rouge. Et donc, pour info, Lionel Strong, petit point sur la famille Strong. Lionel Strong, son rôle, c'est Master of Laws, donc plutôt la justice et régir Westeros, puisque quand même en arrivant il y a quelques siècles, les Targaryens ont non seulement unifié les 7 couronnes, mais ont énormément travaillé. Ils ont un peu fait une Napoléon, tu vois, ils ont fait un code civil, etc. Parce que du coup, chacun avait ses façons de faire. Et donc le rôle de Master of Laws est quand même très important quand tu régis un pays. On a vu son fils Larry Club Foot, Larry Spiebo, qui était avec les femmes, et on voit son deuxième fils qui est, je vous dis pas de bêtises, Arwyn Strong. Pour info, on en parlera quand Rhaenyra rentre tout en sang, parce qu'avec le sanglier mort, il y a un mec qui la regarde, qui est en train de genre dépecer un truc et qui la regarde avec un sourire en mode Girl, you fine. Lui, c'est le fils de Lionel Strong, c'est Arwyn Strong. Vous le reverrez. Et la famille Strong est à Harrenhal.
Harrenhal, c'est un très gros château qui est considéré comme maudit parce qu'il a été détruit et quasiment fondu. On parlait de la puissance du feu des dragons, qui s'appelle tout simplement le feu dragon dans Game of Thrones. En fait, le lord de Harrenhal refusait de ployer le genou devant les Targaryens et il était là. En fait, c'est la forteresse la plus imprenable, Harrenhal. Encore plus que les Aériers là, qui est tout en haut où il y avait Tyrion et les portes. Ouais. Voilà, c'est vraiment imprenable, c'est hyper épais et donc il était là. Mais même avec votre dragon, qu'est-ce que vous allez faire? Les Targaryens ils ont dit, tu veux voir ce qu'on va faire? Wait for it. Du coup, bah évidemment, ils ont cramé tout le château au point que la pierre a fondu. Il y a de la pierre du château qui a fondu. Pour vous donner une idée, les dragons peuvent littéralement créer de la lave, en fait. Donc voilà. Et Harrenhal est considéré comme maudit et hanté par du coup tous ces gens qui ont péri dans des souffrances atroces. Dans Game of Thrones, on a plusieurs lords qui s'y enchaînent. Il y a Tywin à un moment, mais personne n'arrive à garder ce château, ce qui explique sa réputation aussi. La famille Strong est à Harrenhal et notez qu'on n'en entend pas parler dans Game of Thrones. Vous verrez. Et donc ce mec-là, la meuf dit des trucs sans dire des trucs. Bien c'est sûr. Insupportable. Il y a un truc qui va se passer, mon gars. Tu le vois tellement pas venir. Et j'ai tellement hâte. Ça va être et je pense que ça va être dans cette saison. Je pense pas qu'il va falloir attendre 3 saisons comme le Red Wedding. Ok. Et donc lui, il conseille, comme prétendant pour Rhaenyra, bah en fait il a une bonne idée. Il dit, oui, il y a 3 ans, quand je vous ai dit ce serait bien d'épouser la petite Velaryon, comme ça reste du sang Targaryen, c'est vos alliés, ils ont plein de thunes. Vous l'avez pas fait, c'était pas une bonne idée. Parce que du coup en plus maintenant, le daron Velaryon il est fâché contre vous. Mais tu sais quoi, il a aussi un fils qui pourrait du coup épouser votre fille, qui serait du coup le compagnon de l'héritière du trône, ce qui est presque aussi bien que d'être enfin c'est pareil quoi, c'est juste pas épouser le roi mais épouser la future reine. Et ça réglerait un peu tous les soucis. Et en plus, le mec a démissionné, il veut plus travailler avec vous et vous déteste. Donc même s'il est en train officiellement de mener une guerre au nom du roi, hein, Corlys et Daemon, sur le papier, ils sont dans la team Viserys, mais on sait bien qu'en vrai, non. Donc c'est une très bonne idée qu'il a et qu'il propose. Et Viserys est là. Ok, peut-être que j'aurais pas dû t'aboyer dessus. Est-ce que t'avais percuté qu'il y avait un fils, Velaryon? Pas du tout. Ok, on l'a vu vite fait dans le tout premier épisode, on a vu des jeunes enfants racisés. Et du coup, il y avait la petite fille qu'on revoit dans l'épisode 2, et il y avait un fils qui s'appelle donc Laenor, et qu'on reverra plus tard. Là, comme ça, j'ai envie de dire, ça a pas l'air d'être le pire parti pour Rhaenyra. Ils ont l'air d'être plutôt alignés sur monter sur des dragons, cramer des trucs, et avoir un bon caractère, quoi. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette proposition? Est-ce que t'as compris déjà de qui on parlait? C'est qui Laenor, Velaryon et tout? Bah non, parce que je t'ai demandé sur le moment, et après on comprend que... Enfin, moi j'avais compris que c'était le fiston, il l'appelle le serpent des mers, c'est ça Ouais, en c'est France. le Sea Snake Corlys, c'est son surnom. Moi j'avais compris que c'était son fils à lui, mais comme on l'a pas vu, enfin en tout cas je l'avais pas vu, mais tout comme on a vu sa gamine dans l'épisode précédent et qu'en fait on comprend qu'il a 12 ans, enfin que la gamine a 12 ans ou même pas, on se dit bon bah ok, en fait encore un plan foireux parce que potentiellement le gamin il a soit il est plus petit, il a 8, soit il est un peu plus grand mais il a peut-être 14 quoi. Au final, il a l'air d'avoir un âge, raisonnable, il a l'air d'avoir la vingtaine quoi, 18 ans. Il a déjà l'âge d'aller à la guerre puisque dans l'un des plans suivants on le voit. Donc non, gosse. Je trouve ça, bah oui, il est bien. Ce qui manque peut-être, c'est en vrai du coup ils ont dû grandir à la cour ensemble, ils doivent se connaître. Et peut-être que Lionel Strong aurait pu amener quelque chose comme, en plus ils s'entendent bien, ou ils étaient amis quand ils étaient petits. Enfin, ils ont forcément déjà une relation, une forme de relation. Ça aurait pu être intéressant de la connaître, mais du coup, on verra. Mais je trouve ça cool que dans la scène de la bagarre, effectivement, on finisse par voir que le gamin monte aussi sur un dragon, parce que tu te dis, ok, donc il y a vraiment potentiellement des points communs, quoi. On peut faire des petites balades à d'autres dragons comme ça au soleil couchant. Dada. Dada, flap, flap. Flap, flap. Le point Viserys the Dreamer. C'est important, et je pense... Bah non. Ah bah tiens. Ah. Ça marche si je fais ça? Allô Marie-Camille, tu m'entends? Oh la chica de la banane. Oh là, je suis en train de tourner mon podcast Game of Thrones avec Fab. Ah fuck, pardon, pas de soucis. Bon non, mais c'est pas en direct, hein, t'inquiète. Vous terminez quand? Je sais pas, je dirais qu'on en a pour encore gros... Moi je fais dodo. Tu fais dodo toi, je te vois. Hein, je fais une petite pause. Bien. J'ai des boules qui si tu préfères à tes écouteurs. D'accord, bye bye. Ma technique c'est de pas dormir sur le dos, sinon je vais ronfler dans votre podcast. Je t'aime trop. Ready? Ok. Le point Viserys the Dreamer. C'est une conversation très importante que Viserys a avec Alicent devant cet énorme feu, cet énorme brasier, qui du coup est symboliquement assez fort. Viserys explique que
En gros, chez les Targaryens, il y a des Dragon Riders, donc la plupart ont la capacité de monter et de dompter des dragons. Et il y en a, et c'est plus rare, des Dreamers. Les Targaryens sont là à cause d'une prophétie, d'un rêve prophétique qu'une ancêtre Targaryen avait eu, qui avait du coup prophétisé la chute de Valyria et qui avait motivé les Targaryens à s'enfuir et à rejoindre Westeros. Ils ont été suivis par les Velaryon et c'est pour ça que c'est les 2 seules familles de l'ancienne Valyria qui sont toujours vivantes. C'était un rêve qui s'est réalisé puisque Valyria a été détruite par une catastrophe qu'on ne comprend pas exactement, qui est peut-être juste des volcans, mais qui a peut-être aussi un aspect magique et qui est peut-être lié aux dragons. Et d'ailleurs, Viserys disait dans l'épisode 1, on n'aurait jamais dû contrôler les dragons, leur pouvoir est trop grand. Donc, et il a dit, c'est lui qui a mené Valyria, c'est qu'on essayait de contrôler les dragons, c'est ce qui a mené Valyria à sa perte. Et on sait pas trop ce qu'il veut dire par là. Mais il est obsédé par les prophéties, par les rêves prophétiques. Et ce qu'il dit à Alicent, c'est qu'il a eu un rêve, il l'avait raconté à sa femme dans l'épisode 1, d'un roi, Aegon, qui naît, c'est son fils, il a la couronne, et c'est le futur roi des 7 couronnes. Et il porte aussi cette prophétie Targaryen qui, pour le coup, a été inventée pour la série, qui est qu'en gros, ils ont l'info des White Walkers, ils ont l'info du Night King, ils savent qu'un long hiver va venir plein de dangers et ils ont interprété ça comme il faudra qu'il y ait un Targaryen sur le trône à ce moment-là pour qu'on puisse s'en sortir et sauver littéralement l'humanité. Donc grosse responsabilité quand même pour le roi Targaryen. Et je me demande si au final c'est pas une prophétie qui se réalise, parce que peut-être que quand Arya tue le Night King, Daenerys est déjà sur le trône, ou Jon Snow. Du coup il y a un Targaryen sur le trône, au final ça fonctionne. Donc les prophéties sont très importantes pour lui, et ce qu'il dit c'est que ce rêve qu'il a fait, il pensait que c'était un rêve prophétique, et que plus ça va, plus il doute, et il a vraiment très peur que ce rêve ne se réalise pas, de s'être trompé, parce que il voudrait être un dreamer, tu vois, il voudrait être un Targaryen qui rêve, et il veut pas être un Targaryen qui conduit un dragon, puisqu'il en a eu un, et il l'a volé dessus une fois, et après il est mort le dragon, et il en a plus jamais repris. Ah bon ? Ouais, en fait il avait, alors je suis pas assez nerd pour connaître le nom des dragons et des épées, sauf quelques-uns. Il chevauchait Velaryon. Oui, c'est ça. Qui était un des plus gros dragons, je crois que c'est le dernier dragon de la conquête de Aegon, qui était du coup vraiment beaucoup plus gros même que celui de Daemon et celui de Daenerys. C'était un truc énorme, qui était très dangereux du coup, qui est passé de roi en roi, et Viserys c'est le dernier à l'avoir chevauché quand il était déjà très vieux et assez malade, puisque les dragons finissent aussi par mourir. Il l'a chevauché, l'idée c'était de réussir à lui faire un tour de King's Landing, mais il était trop faible, donc il a limite fait un tour du pâté de maison, tu vois, et quelques temps plus tard le dragon est mort, et il n'a plus jamais repris de dragon, alors que c'est possible, tu peux avoir plusieurs dragons, et il me semble qu'un Targaryen peut changer de dragon, enfin peut-être que Rhaenyra peut chevaucher le dragon de Daemon, tu vois, je pense que c'est possible. Donc c'est pas genre son dragon est mort, il pourra plus jamais en avoir. Mais il a peur des dragons, il veut pas avoir de dragon, il veut pas chevaucher de dragon. Je pense que ça fait aussi partie du fait que c'est pas un roi très respecté et que c'est pas un Targaryen très respecté. Il veut être un rêveur. Et du coup, voilà de quoi il parle. Il espère que son rêve est prophétique et que son fils sera le bon roi des 7 couronnes. Et d'un autre côté, il a nommé sa fille héritière et il veut pas la déshériter, donc il s'est un peu bamboozle tout seul. Est-ce que t'as compris l'importance de cette scène ? Est-ce que t'as compris qu'est-ce qu'il racontait quand il parlait de rêve et de machin ? Mais écoute, pas tant, mais en fait, tu comprends, enfin, pour moi qui suis vraiment un gros noob, j'ai compris qu'en fait, il était vraiment déçu et que tu sens vraiment la pression justement qu'il a sur les épaules, et qu'il y a une forme de déception mais en fait, j'arrive plus à avoir cette vision, j'arrive plus à avoir ce rêve, et ça le rend malheureux, ça le rend triste. Et tu sens que c'est très triste, hein, Viserys. C'est limite, il est en train d'échouer parce qu'en fait il a plus cette vision qui vient. Mais je t'avoue qu'après, tu vois, j'avais pas. Il dit que chaque nuit il essaye de la retrouver et tout, et il veut vraiment faire des rêves prophétiques, tu vois. Et je pense que c'est aussi parce qu'il a hyper peur de l'avenir, et il a peur donc lui c'est l'héritier de Jaehaerys qui a eu un très très long règne, très placé sous le signe de la paix, et il a vraiment peur qu'on se souvienne de lui comme du roi qui a défait ça et qui, quand il est mort, ou même de son vivant, a replongé le royaume dans une guerre civile, parce qu'on est vraiment à pas très longtemps d'une guerre civile, quoi. Le royaume est encore peu cicatrisé de différentes guerres qu'il y a pu avoir, que ça soit la conquête, les guerres religieuses, ou un des prédécesseurs de Jaehaerys qui s'appelait Maegor le Cruel, qui était vraiment Maboulitax, tu vois. Donc, et d'un autre côté, c'est ouf, tu vois, qu'ils se mettent aussi Daemon ado et le roi et le prince, enfin le Sea Snake ado aussi, de pas aller s'occuper du crab feeder, parce que c'est vraiment la meilleure façon d'envoyer tout le monde à la guerre, quoi, tu vois. Donc c'est assez étonnant cette ambivalence entre cette volonté de ce mec de garder un royaume en paix, et en même temps son incapacité à prendre des décisions et à aller à la guerre, en fait, parce que parfois pour éviter la guerre, faut faire la guerre, quoi.
Tu veux dire que ce serait cocasse qu'un roi obsédé par les prophéties tombe dans une forme de prophétie autoréalisatrice, hein, ou du coup c'est sa peur de la guerre et son inaction qui mènera peut-être à la guerre, puisque oui, il va y avoir, alors peut-être pas la guerre comme vous l'imaginez, mais clairement, si tout était parti pour un jour Viserys mourra de vieillesse et Rhaenyra sera une super reine à la place, ça serait une série on ferait chiante. pas une super série, je pense, avec ça. Quoique The Crown c'est sympa, mais il se passe un peu plus que ça quand même. Voilà, donc notez cette histoire de prophétie, cette histoire de vision. En fait, c'est un truc très important pour les Targaryens qui était pas du tout présent dans Game of Thrones, parce que Daenerys a pas les bails, hein. Personne lui a, à part son frère, personne lui a trop appris les histoires de la famille. Mais elle fait aussi elle a des prophéties qui s'offrent à elle dans Game of Thrones. Cersei aussi. Enfin, il y a quelques trucs qui se passent, mais qui sont pas très creusés dans la série. Mais voilà, les rêves et les Targaryens, name a better duo. Pour l'instant, il y en a pas d'autres. Donc rêve prophétique, on verra si Viserys a raison. Ensuite, on a un petit triplé animaux avec 2 cerfs. On a Viserys qui tue le cerf qui n'est pas blanc. On a le cerf blanc qui se présente devant Rhaenyra et donc Criston Cole qui le voit. Et on a Rhaenyra qui revient avec son sanglier extrêmement dead et qui fait sensation au camp. Et je trouve que le parallèle entre Viserys qui visiblement n'a pas envie de tuer le cerf et n'y prend pas plaisir et n'aime pas faire ça, et Rhaenyra qui arrive en sang, en full mode Carrie, tu vois, Carrie au bal du diable et tout, il y a quoi? Petite vanne sur les règles, on est obligé de la faire. Je trouve que ça marche très bien et elle a une prestance quand elle arrive, qui est immédiatement de reine, quoi. Donc c'est aussi intéressant de voir ce royaume qui à la base est pas chaud pour avoir une reine. Peut-être que ça pourrait être celle qui les fait changer d'avis, tu vois, finalement. Peut-être qu'ils se diraient, en fait, ça vaut le coup si c'est Rhaenyra. Donc, oui, parce que maybe les femmes sont des êtres humains comme les autres. Maybe. Tout à fait. Et son surnom, c'est la joie du royaume. C'est une princesse qui est très aimée. Ah oui. Qui, en grandissant, en plus, alors là, il y a plein d'ellipses, mais qui, en vrai, s'intéresse pas mal au peuple et aux femmes, notamment, du peuple. Donc, en vrai, c'est une figure très positive. Donc, on n'est pas sur... si Viserys meurt et qu'elle monte sur le trône, il va y avoir immédiatement la révolution dans King's Landing. Au contraire, les gens seraient plutôt contents. C'est plus les nobles qui n'ont pas trop envie qu'on disrupte le mercato actuel masculiniste de l'héritage, quoi. Tu m'étonnes. Alors, il y a Alicent qui conseille au roi 2 choses très importantes. Donc, elle vient le voir dans ses appartements Warhammer. Là, ils sont rentrés, c'est bon, ils ont fini la chasse. Elle vient le voir et alors elle est très douce. Je trouve que c'est très intéressant de voir la différence entre quand elle lui parle en public, où elle lui parle en tant que roi avec déférence et tout, et quand elle lui parle en privé, où elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus relaxe aussi, même dans son attitude. Lui, il est affalé en gueule d'ub sur son fauteuil devant le feu en mode j'ai mal au crâne. Elle se pose à ses conforts. Et alors, c'est une nuance qui n'existe pas en anglais, mais en français, elle le tutoie quand elle est toute seule avec lui dans ses appartements, et elle le vouvoie le reste du temps, ce qui est un truc qu'ils faisaient aussi, je crois, avec Ned et Catelyn, où des fois ils se tutoyaient, des fois ils se vouvoyaient, et je pense peut-être que c'était comme ça dans la vraie vie. Et elle lui conseille 2 choses très importantes, en plus d'être vraiment genre, je sais pas, je trouve qu'elle est tendre, elle l'écoute, alors bon, ça se voit j'ai pas l'impression qu'elle est in love de lui, clairement, mais je pense qu'elle l'aime bien en tant que personne, et elle s'ennuie un peu, je pense, mais et puis en plus elle est enceinte jusqu'aux yeux là, et elle exprime que c'est pas confortable. Et n'oublions pas que chaque accouchement est potentiellement une mort, hein, donc être enceinte c'est aussi potentiellement tic-tac tic-tac. Mais je trouve que voilà, elle a l'air de bien l'aimer et de pas trop souffrir de sa situation. Elle lui conseille elle lui dit, parce que donc lui il dit, je comprends pas pourquoi Rhaenyra elle veut pas se marier, enfin elle est chiante, c'est évident qu'il faut qu'elle se marie, elle a le choix, il y a 1 milliard de gens, je suis pas en train de l'obliger, juste il faut bien qu'elle se marie, donc en fait à quoi ça rime tout ça? Et Alicent lui dit, et elle est bien placée pour le savoir parce qu'elle connaît bien Rhaenyra, puisqu'elle a grandi avec, Rhaenyra va se marier, il faut juste qu'elle ait l'impression que c'est son choix. Et du coup, c'est pour ça que Viserys il va lâcher du lest, mais je pense qu'en tant que père d'une adolescente, tu peux te reconnaître dans ses conseils parentalité. Il va lâcher du lest et il va dire, donc on a quand même une scène Viserys-Rhaenyra en tête à tête, où il lui promet déjà il lui promet qu'il va pas la marier de force, et qu'en fait c'est à elle de choisir, il y en a plein, va choisir, ce qui va être intéressant à regarder je pense. Et il lui promet sur la tombe de sa mère qu'il ne va jamais la déshériter, qu'il ne va jamais la remplacer en tant qu'héritière. Et vraiment, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que tu fous? Tu devrais pas faire ça. Après, c'est pas un spoil ni rien, hein, mais juste, je suis là, c'est quand même un grand engagement que tu prends, quoi. Mais c'est très bien, c'est cool pour elle. Ce bon Jacques Chirac, qui était quand même une bête politique, avait eu cette phrase, je trouve géniale, qui disait, en fait, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tout à fait. Mais quand c'est ton daron qui te promet sur la tombe de ta mère, tu peux espérer qu'il va te dire vrai. Après, c'est pas dit qu'il va rompre sa promesse. C'est pas parce que ton daron il te promet un truc que ton daron va pas te mentir, quoi, tu vois. Tout à fait. Et il y a aussi un truc que Rhaenys avait dit à Rhaenyra dans l'épisode précédent, c'est que peut-être qu'il va tenir sa promesse et qu'il va mourir. Et que les lords ils vont dire
Chabit, on avait menti, on va pas le faire. Ce qui est arrivé en vrai dans une période de l'histoire britannique qui s'appelle l'anarchie, c'était exactement ça. Il y a un roi qui a fait jurer, mais j'avais déjà raconté je crois dans le podcast, mais en gros le roi a fait jurer à tous ses seigneurs liges 3 fois de prendre sa fille comme héritière du trône. Ils ont dit ok, il est mort. Ils ont dit lol, c'était un prank et guerre civile. Donc il peut tenir sa promesse et ça peut quand même être le sbul. Et Alicent encourage aussi Viserys à apporter de l'aide à Daemon et Corlys, puisqu'il parle du fait que la situation est vraiment très très tendue et que c'est pas parti pour s'améliorer. Et c'est lui qui dit non mais oui c'est mon frère, alors oui je vais pas le laisser crever, je vais aller l'aider, mais elle l'encourage dans cette décision qui va être beaucoup de douceur, ouais. Mais Viserys et Daemon s'aiment beaucoup, tu vois. Tu dis il s'est mis Daemon à dos, non il s'est mis Corlys à dos, Daemon il a fait ça tout seul, vraiment. Je pense que si Daemon n'est pas aussi taré, ne fait pas sa Zumba à King's Landing là où il coupe des bras à tout le monde, bah en fait potentiellement peut-être que Viserys l'aurait nommé héritier s'il était pas aussi wild. Donc et il lui a dit ok bah tu vas pas être héritier mais vas-y on peut quand même faire des trucs cool, et Daemon a juste boudé comme la dramatic bitch qu'il est. Donc il aime son frère, il veut pas le laisser crever, et on arrive donc à la scène finale de cet épisode, la bagarre avec les dragons, et un gros plan d'ensemble au début avec énormément de pognon, la falaise, les hommes de Corlys sur la falaise, le dragon dans le lointain, les flammes des bateaux dans la mer et tout. Le pognon c'est super. Tu crois que c'est fait complètement en CGI, ça, enfin en effets spéciaux? Alors il y a du CGI, beaucoup, notamment, mais même pour des trucs genre King's Landing, c'est du CGI, ils sont plus à Dubrovnik, mais aussi parce que c'est très compliqué de tourner là-bas quand on a cette ampleur, et Game of Thrones avait fini par tout tourner en studio pour éviter les spoilers et les drones et les paparazzis et tout. Là spécifiquement ce truc de mer, je sais pas si c'est je pense que c'est un mélange, un composite CGI réel, mais je sais pour les nerds techos qu'ils utilisent un outil qui s'appelle The Volume, qui est un genre d'écran géant incurvé que vous avez peut-être vu qui a été utilisé dans The Mandalorian. Ouais, tout à fait. Ils en ont développé le leur qu'ils appellent The Volume, et en gros l'idée c'est que quand des acteurs tournent du coup devant un fond vert, au lieu de voir un fond vert, ils voient ce sur quoi ils sont censés être. Donc par exemple dans l'épisode précédent, toute la partie sur le pont à Dragonstone, qui était en plus en très très large comme ça, très long, c'était tourné sur fond de The Volume, et comme ça l'actrice qui joue Rhaenyra quand elle arrive sur son dragon, elle est vraiment dans les nuages, etc. Donc c'est aussi plus simple pour s'immerger, et ça fait des belles images. Donc peut-être comme ce plan est très vaste aussi, peut-être qu'ils ont utilisé The Volume. Voilà, j'adore être une nerd, n'hésitez pas à écouter vous aussi 8 podcasts sur Game of Thrones et House of the Dragon, comme ça vous avez les bails. Personne folle. Bonjour. On va faire un petit point sur les gars Velaryon, parce qu'on en a plusieurs là, on avait que Corlys, et là ils sont 3, donc qui est qui? On a Corlys Velaryon, l'ancien Master of Ships, le Sea Snake, vous le connaissez, il est fâché, il est marié à Rhaenys pour rappel. On a Vaemond, alors c'est son frère, on le voit assez rapidement, mais voilà, il y a un deuxième adulte Velaryon. Dans le bouquin c'est son neveu, là c'est son frère, je pense que c'est juste beaucoup plus simple. Pour l'instant on sait pas trop l'importance qu'il va avoir et tout, mais en tout cas il aide son frère, il a apporté des bateaux, des soldats. Il lui met un coup de presse quand même, Corlys. Oui. Énorme, en lui disant frère respire quoi. Oui on sent que c'est tendu quoi, ils s'en sortent pas, ça fait 3 ans qu'ils sont là à se faire latter la gueule alors qu'ils ont la puissance royale et un dragon par des mercenaires financés par les Free Cities et qui sont en train de les ruiner, tu vois, il est tendu Corlys. Quoi. Ils se font bien mettre la fessée quand même, et ils aiment pas trop ça. Et on a donc le fameux Laenor Velaryon, le jeune homme qui est le fils de Rhaenys et Corlys, peut-être un des futurs partisans de Rhaenyra, des futurs partis en tout cas à épouser pour Rhaenyra. J'adore comment tu dis des trucs sans dire des trucs. Bah non, mais je ne vais pas vous spoiler, jamais. Et qui, comme on va très vite l'apprendre, non seulement peut chevaucher un dragon, mais a un dragon qui s'appelle Sea Smoke, qui est assez cool. Et parce que quand on voit le dragon arriver, il y a vraiment un côté genre, mais attends, si Daemon il est par terre, il est à qui le dragon? Et en fait, c'est pas son dragon, c'est un autre dragon. Pourquoi il a un dragon? Parce que c'est un Targaryen. Rhaenys, c'est une Targaryen, sa mère elle est Targaryen, il est à moitié Targaryen, et du coup, il a la capacité d'être un Dragon Rider, tout comme sa sœur probablement, puisqu'ils ont le même sang. Donc peut-être qu'on verra aussi j'aimerais bien qu'on voit une petite meuf racisée sur un dragon, parce que je te l'ai dit dans l'épisode, je t'ai dit c'est cool de voir un mec noir avec des dreads sur un dragon dans un truc de fantasy. Ah mais c'est pour ça que dans l'épisode précédent, la gamine elle parle que de dragons quand la gamine, ce qu'elle préfère dans la vie, c'est les dragons. Et la gamine, elle a dit à Viserys, en gros, il y a, donc je t'ai dit Balerion, c'était le plus gros dragon de la conquête. Il y en a un autre qui est encore vivant, qui est sauvage, qui s'appelle Vagar, c'est une femelle a priori, même si les dragons sont un peu hermaphrodites, on sait pas trop. Ils en parlent au féminin. Qui est sauvage sur les côtes de la mer de la Naroussie, qui est régulièrement aperçu, a été là. Ah ouais, tu sais où elle est exactement? Tu saurais me dire par exemple où elle est si jamais quelqu'un voulait y aller qui est pas moi, parce que ce serait vraiment une idée de con, mais tu saurais me dire où elle est? Donc, gardez un petit œil sur cette petite meuf.
Elle aime bien, hein, elle veut une Harley, tu vois, vraiment, elle est là. Ok, je comprends mieux. Je veux pas un Solex, je veux une Harley. Et son frère, il a déjà, alors peut-être pas une Harley, mais il a une belle Triomphe, quoi. Oui, il a bien un sûr, beau parce petit qu'en fait, dragon. sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi elle s'intéresse autant au dragon, au fait, à part le fait d'être nerd et d'adorer ça, ce qui peut être en plus entendable pour une gamine de 12 ans. Mais là, c'est parce qu'en plus, potentiellement, en fait, elle peut se retrouver Tout à à d'autres fait. dragons. Okay, d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'un enfant Targaryen naît, qui est noble, en tout cas, bien sûr, pas un bâtard, on met un œuf de dragon dans son berceau pour qu'il se lie. Si on a un œuf sous la main, d'où le fameux œuf que Daemon, ce relou, avait voulu piquer, et c'était aussi choquant parce que c'était pour le donner à son bâtard, parce que normalement, il ne peut pas légitimer de deuxième femme, encore moins une pas Targaryen et tout, donc c'était vraiment ajouter l'insulte à l'offense, ou je sais pas comment on dit. Il a fait un package de Quel somme. trou du cul quand même. Et l'enfant, du coup, si tout se passe bien, va créer un lien avec ce dragon qui va éclore en fait et grandir avec lui ou elle. Et tu veux dire que le dragon naît en même temps que l'enfant? Non, l'enfant est né. Ils mettent l'œuf dans son berceau et l'œuf finira par éclore et le dragon et l'enfant vont se lier un peu comme dans How to Train Your Dragon. À un moment, ils vont faire un genre d'épreuve initiatique, tu vois. Oui. Alors, il y a pas d'épreuve initiatique, mais en gros, ils apprennent. Il y en a qui y arrivent pas. Il y en a qui ça marche pas, ils se lient pas, ou alors ils ont trop peur. Ça arrive aussi. Mais la plupart des Targaryens nobles ont eu un dragon. Encore une fois, à cette période, il y a au moins une vingtaine de dragons recensés dans le monde. Je crois qu'on a 17 ou 19 dans cet univers-là, à cette période-là. Je connais tellement de trucs, vraiment, Mimi. Donc ouais, je sais. Donc il y a pas mal d'œufs de dragons. En fait, c'est une denrée rare, mais qui est pas, et les Targaryens gardent bien la main dessus, quoi, parce que au-delà du fait que Daemon en a volé un, c'est chaud, c'est aussi extrêmement précieux. Et c'est les seuls qui en ont. Imagine, il y a un autre peuple qui récupère des autres dragons et qui les met dans leur berceau et qui peuvent aussi chevaucher des dragons. Les Targaryens vont dire non, c'était notre truc, on a dit. Donc important. Et Laenor, il a du coup son dragon qui est très cool, qui s'appelle Seasmoke et qui, vous l'avez peut-être remarqué, est beaucoup plus petit que celui de Daemon par exemple, que Seraxes, parce que les dragons rapetissent. Alors il est aussi plus jeune, mais c'est aussi parce que les dragons rapetissent et que ils vont être de plus en plus petits. Je croyais que c'est parce qu'il était plus jeune. Okay. C'est aussi parce qu'il est plus jeune, mais pas seulement. Et d'ailleurs, dans Game of Thrones, normalement, il y a une salle où, donc là, on a vu une scène dans House of the Dragon, dans l'épisode 1, où Viserys et Rhaenyra parlent devant un très gros crâne de dragon. C'est là qu'il lui dit, c'était trop dangereux les dragons. Ce crâne-là, c'est Balerion. C'est son dragon à lui. Donc, il est là. J'ai eu très peur de cette chose. Je n'ai pas passé un bon moment. Et normalement, il y a toute une salle où il y a tous les crânes des dragons principaux petit à petit, et le dernier à la taille d'un crâne de chien, pour te dire à quel point ils deviennent petits, quoi. Donc quand Daenerys a des dragons, c'est non seulement dingo parce qu'elle a des dragons vivants, mais aussi parce qu'ils sont gros et que c'est plus des êtres atrophiés comme ils étaient sur la fin. Donc les dragons vont rapetisser, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un deuxième dragon sous la main. Mais tu vois, par exemple, pourquoi ils disent pas dans la série que ça c'est son futur, que ça c'était son ancien dragon? Ils le disent pas du tout. À aucun moment ils le disent, tu vois. Mais parce que je pense que ça confuse les gens, le fait que Viserys il est pas de dragon, et que du coup ils ont décidé de skipper le truc de dragon. En fait, ils montrent qu'il a peur des dragons, il a pas envie d'en avoir un, et du coup bon, qu'il en ait chevauché un jour, c'est pas si important, tu vois. Ça l'a sûrement terrorisé, mais je pense que même avec un dragon plus gentil et plus doux, il aurait pas été tout comme moi, je serais jamais une personne qui fait des sports extrêmes, tu vois, il aurait pas été fan de l'altitude, la vitesse ainsi que le feu carbonisant des gens. Donc voilà, on a un nouveau dragon, c'est Seasmoke, il est un peu gris-bleu, il est sympa, il est monté par Laenor Targaryen pour l'instant, et non, Laenor Velaryon pour l'instant, il y a du sang Targaryen. New Dragon join the game, voilà, ça fait toujours plaisir. Daemon reçoit la lettre de Viserys, et il est colère, il tabasse le messager, ce qui ne se fait pas. Et c'est, en vrai, bon, c'est Daemon, donc il va s'en sortir, c'est le frère du roi, il va pas avoir de conséquences, mais en vrai, pour moi, c'est un vrai risque qu'il prend parce que ça fait partie des règles un peu immuables de cet univers et des univers médiévaux. C'est en fait, si on commence à buter nos émissaires respectifs, on va jamais réussir à faire de la diplomatie et à faire passer des messages et tout. Donc la règle, c'est même si l'émissaire de ton ennemi juré t'envoie une menace de mort, à la limite tu le fous au cachot, ça peut se faire, tu le gardes un moment, tu vois, tu le renvoies pas tout de suite, mais non, tu le tabasses pas parce que le message t'a pas plu. Un peu comme la règle normalement, c'est que quand tu reçois des gens, tu leur offres le pain et le sel et l'eau, et ça veut dire qu'ils sont sous ton toit et qu'ils sont protégés. Et du coup, le Red Wedding, en arrivant au Red Wedding, Catelyn Stark, elle a demandé du pain, du sel et de l'eau à Walder Frey, et c'est que quand elle les a eus dans le livre qu'elle est là, ok, ça va bien se passer. Et en fait, non, mais parce que c'est une règle qu'on ne brise pas, quoi. Sinon, c'est bon, on va tous aller s'entretuer chez les gens, tu vois, c'est chiant. Sûr. Donc bon, le pauvre gars de King's Landing, il se fait éclater. À ce moment-là, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce que tu t'es dit qu'il y avait dans la lettre ? Nous, on sait que Viserys nous a dit, je vais aller aider Daemon. Mais comme Daemon a l'air très fâché, on ne sait pas encore ce qu'il y a dans la lettre. Bah moi, je t'avoue que je me suis tout de suite dit, ok, en fait, mon frangin veut me venir en aide. Ça veut dire que je suis en train d'échouer. Ça veut dire que je vais passer pour un minable. Ça veut dire que, en gros, je ne suis pas à la hauteur de ce que j'imaginais être. Donc, en gros,
un nul, tu vois, parce que pour moi, Un tocard. jusque-là, Damon, il est juste à chier, quoi, tu vois, dans cette série, il sert à R, quoi, vraiment, il est juste en train de en servir vrai, son en chef des Kingsguard, alors de la garde de la ville de King's Landing, alors c'était Akab 4000, mais jusqu'ici, c'était vraiment le chaos. Enfin, King's Landing, c'est pas une ville où il fait bon vivre, c'est plein de faubourgs, de bouges, de criminalité et tout. Et en vrai, il a quand même redressé la barre, tu vois. Il était pas mauvais dans ce rôle-là. Bah, guess what, tu prends un mec taré, tu le mets chef des flics, et tu lui dis, vas-y, les flics, ils peuvent m'attraquer à vue. Ça fait baisser la criminalité, je dis pas que c'est bien, mais ça a été efficace, en tout cas, pour le but qui s'était fixé. Il est très bon au combat, c'est vraiment un très très bon combattant. Il est bon en tournoi, il est bon sur son dragon, il est pas mauvais. Mais juste, il a le niveau émotionnel d'une adolescente de 13 ans en PMS. Exactement. Et je peux le dire, j'en ai été une et vraiment c'était chaotique. Exactement. Du coup, il prend mal les choses, on peut dire. Oui, et puis en fait, pour moi, il y a un côté très, comme tu dis, drama queen, qui est un poil exacerbé en fait par rapport à, je trouve, à l'écriture, tu vois, d'une manière générale. Il est presque pas réaliste, mais un peu comme le Crab Feeder, tu vois. C'est un peu gonflant, ou comme un Ramsay Bolton à l'époque, ou un truc, un peu un truc de. Ça existe pas vraiment les gens comme ça. Et en même temps, dans l'histoire, si t'en as des histoires de le prince hyper cruel qui a fait passer toute une ville au fil de l'épée et tout. C'est arrivé. Des fois, les gens étaient zinzins. Et les Targaryens sont zinzins, de base. Il faut le savoir. Et le dicton dit que quand un Targaryen naît, les dieux lancent une pièce pour savoir s'il va être zinzin ou sympa. Ils sont soit très gentils, soit très zinzins. La réalité est entre les deux, mais on sait de quel côté la pièce est tombée a priori pour Daemon. Et ensuite, alors c'était confus cette scène de reddition, de fausse reddition, drapeau blanc. On n'a pas compris. Au début, on était là, ok, il y va. Non, mais c'est fait pour. Tout seul. C'est fait. Je pense que c'est à moitié fait pour, parce qu'en fait, juste avant, quand ils sont en train de discuter de leur plan politique, de leur plan d'attaque, les Vélarions, ils ont des figurines sur une carte et tout. Et ils disent, mais je pense que t'es tellement en mode, attends, c'est qui, machin, pourquoi ils sont trois et tout, que t'écoutes pas trop. Ils disent, en gros, notre seule chance, ce serait d'envoyer un genre d'appât pour les sortir de leur grotte où ils se réfugient. Et là, peut-être qu'on pourrait réussir à faire du vrai dégât. Et ils disent d'ailleurs en envoyant les dragons au pluriel. Et moi, j'ai tiqué, j'étais là, attends, dragons? Il y a qui d'autre comme dragon? Et je me suis dit, peut-être c'est Rhaenys, la femme de Corlys, qui va arriver sur un dragon parce qu'elle en a un et qu'elle est badass en vrai. Hein. J'ai hâte qu'on la voie dessus parce qu'elle est trop cool. Donc en vrai, ils amènent ce truc de, il faut qu'on envoie un appât, mais c'est trop risqué. Et si on envoie un nobody, ils vont pas venir. Donc il faut qu'on ait un appât de luxe. Il faut qu'on envoie quelqu'un d'important, mais qui risque très sincèrement de mourir. Donc on va pas envoyer Daemon, on va pas envoyer Corlys. Enfin, personne n'a envie d'y aller quoi. Donc en vrai, ils introduisent ce truc, mais je pense que t'es pas concentré. Après, Daemon arrive, il est ultra drama, il tabasse le gars. Qu'est-ce qui se passe? Donc même moi, quand il arrive avec son drapeau blanc, j'étais en mode, je sais que j'ai bien compris qu'il n'est pas vraiment en train de se rendre, mais j'étais là, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Parce que j'avais zappé que juste avant ils ont dit il nous faut un appât, mais c'est risqué. Je pense qu'ils sont peut-être passés un peu vite, mais effectivement. Moi sur le moment, je me suis dit ok, le mec a tellement envie que le truc se règle et qu'en fait il prenne lui-même en main le destin plutôt que de laisser. Plutôt que de gagner avec l'aide de son frère, qu'en fait il préfère dire ok non mais vas-y viens on arrête juste. Oui, genre on fait la paix, je me rends plutôt que d'accepter que mon frère m'aide à te vaincre. Alors sur la dynamique de Daemon, on était complètement là-dedans. Hein. Il préfère risquer de crever plutôt que d'accepter l'aide de son frère et donc cet aveu d'échec et de vulnérabilité finalement. C'est les hommes, parfois c'est compliqué, mais pour les femmes aussi la vulnérabilité, vous savez. Ah bon? Bagarre, trahison, plantage. Haha, j'ai menti, j'avais une dague depuis le début. Qu'est-ce qu'on fait de Daemon en 1v100 qui court sous des volets de flèches sans casque puisqu'il a été à la Jon Snow School of Avoiding Arrows comme ils disent sur Reddit et pas à la Rickon Stark School of Avoiding Arrows puisque Rickon Stark, le petit Stark a couru tout droit. Il faut jamais courir tout droit, il faut toujours zigzaguer. Sachez-le, si vous vous faites viser par 100 archers sur des montagnes et que vous n'avez pas de casque, n'hésitez pas à aller perdre un petit peu quoi. Oui, puis pris un bon coup quoi, tu vois. Non mais ou alors et des scénaristes qui ont vraiment pas envie de te tuer. Oui, je pense que l'armure en scénario est bien épaisse comme on l'a dit. C'est un poil. C'est un poil trop. Hein. Toi, t'es là, oh, ok, bon, bah très bien. Ils sont tous nuls. Il y a zéro archer compétent. Il se prend 3 flèches quand même. Ouais, dont une dans le genou. Mais bon, voilà, il se prend 3 flèches une dans le genou. Tu as pas l'air de lui faire très mal. Ces flèches-là lui font pas mal puisqu'il finit par aller se battre contre le découper en deux. Voilà. Et en fait, en 1v1. Enfin, je sais pas à quel point on sait pas à quel point il est bon le crab feeder, tu vois, mais en 1v1, ok, on a compris qu'il gère Daemon, qui sait se battre,
Mais putain, il a 3 flèches, dont une dans le genou, une dans l'épaule ou dans l'épaule, Dans la c'est ça, poitrine. dans la ouais. poitrine. Et dans la les- scène d'ouverture, il se prend une flèche enflammée dans l'épaule aussi. Alors ça a l'air, il a une armure pour le coup, donc Ouais. ça a l'air moins. Je pense que ça l'a pas transpercé lui. Mais là, il a pas une armure, il a une tenue protectrice, on va dire, en tissu épais, en cuir et tout, et un peu matelassé. Mais il a pas de casque et il a pas d'armure, donc franchement, les flèches, elles sont pas hyper bien aiguisées, quoi. Oui, voilà. Elles vont pas très loin. Bof. On est sur un bof. Ouais, c'était un peu trop pour moi, mais ça allait toujours les scènes de. Moi, ça m'a fait penser à cet épisode éclaté de Game of Thrones où t'avais le boys band qui allait au-delà du mur chercher un zombie pour le ramener à Cersei et la convaincre, où t'avais juste Jon Snow, Tormund, enfin all the boys, tu vois, qui sont là au-delà du mur. Il y a des trucs pas possibles, genre Gendry il part en courant chercher de l'aide et genre ça marche. Je suis mais il a couru très vite quand même parce que c'est loin en vrai le mur et Winterfell. Là, on est à, je suspends trop ma crédulité, genre je peux croire aux dragons dans le ciel, je peux croire aux frères et sœurs magiques qui couchent ensemble. J'ai du mal à croire à Daemon Targaryen tout seul contre le crab feeder qui en plus envoie ses gars en mode jeu de baston, tu vois, il les Oui, envoie en elle a- escouade de 10 sans parler. Alors RIP, il aura eu 0 dialogue ce gars, donc on sait pas quelle voix il a. Peut-être qu'il a une voix comme ça, peut-être qu'il chochote. Ouais. Daemon Targaryen. Voilà, il a une voix comme ça, tu vois, ça serait super. Oui, moi je suis le crab feeder, tu vas faire quoi voilà. Ce serait si drôle. Ah, j'ai envie de faire un remontage où il Ah, parle mais avec non, des mais voix tu m'as débiles. coupé en deux, C'est putain, Mosinor. qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est exactement la voix de Mosinor. Eh Ou putain, peut-être eh, qu'il a non. l'accent, parce que tu vois, il vient pas de là. Oh, bonsoir. Là, ouais, alors, Oh, peu Daemon, cher. peu cher, qu'est-ce qu'on me fait avec son dragon? Tu me remettras un canon, hein. Non, mais c'est vrai qu'en plus, la façon dont il envoie ses. Tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, quoi. Oui, c'est ça, Exactement. c'est vraiment un film d'action où Les tout le autres, monde ils attend attendent son tour derrière. pour se bagarrer. Très Ouais, bien. ils sont limite en petite posture de repos de. Bon, c'était un peu trop, c'était pas très long et c'était quand même cool. Encore une fois, Miguel Sapochnik, il est connu aussi pour ses capacités à faire des bagarres assez impressionnantes. Et pour le coup, je trouve qu'en termes d'ampleur et de gueule, ça marche. Tu vois, je crois Ouais. à ce combat. Je crois juste pas à Daemon tout seul au milieu, mais quand il y a l'armée de Corlys qui arrive, Ouais, ça c'est le cool. dragon qui débarque, le nouveau dragon et tout, moi ça j'ai bien aimé. C'est juste le 1v100 que j'ai pas trop aimé. Et alors sur la mort de Crabfeeder, t'as le seum ou pas? Bah oui, parce que pour moi c'est trop vite réglé cette histoire, tu vois. Alors je comprends que sans doute dans l'épisode précédent, dans l'épisode prochain, ils vont encore avancer de 5 ans ou de 10 ans et qu'en fait le Graf Feeder sera juste qu'un mauvais souvenir. Donc il En fallait vrai, ouais, c'est clore un ce no-bud, chapitre, tu vois. Mais c'est vrai que dans la façon qu'ils ont eu de le présenter depuis 2 épisodes, 3 épisodes, tu te dis bon bah ok, ça va être un peu ça va être le caillou dans la chaussure de toute cette histoire. Bah, quoi, ils l'ont tu vois. présenté comme une figure mythologique, comme un méchant de film d'horreur, comme ouais un antagoniste formidable et en plus avec ce chara-design incroyable. Moi, je savais qu'il serait pas très important a priori puisque dans le bouquin il l'est pas trop parce que voilà c'est juste un gars qui fait vaguement chier les bateaux pendant quelques années et puis au bout d'un moment bon on se sort les doigts et on va aller le tuer quoi. Ouais, On mais est puis Westeros, on a le pouvoir de le faire, on va y aller quoi. En plus, il le coupe en deux. Enfin, tu vois vraiment. Il y a Et même... ça, c'est dans le bouquin. Il il y a- dit qu'il le coupe en deux d'un seul coup de son épée valérienne. Et c'est tout ce qu'on sait sur sa mort. Donc, en vrai, c'est pas comme si on avait un combat épique décrit Ah dans oui. les livres Ok. où ils ont fait une ellipse. Et le mec, c'est un marin, c'est un prince, donc il a une petite capacité, enfin, il sait se battre, il a été formé à la bagarre, mais clairement, il est pas en forme, donc c'est pas étonnant du tout que Daemon l'ait eu en 1v1. Ça, par contre, j'y crois totalement. Le gars est fou, en plus, il est sous adrénaline, il a 3 flèches dans le cul et son épée valérienne, et ses émotions qui lui donnent de la force, tu Oui. vois, ça m'étonne pas qu'il réussisse à le buter. Je vais m'en sortir tout seul sans toi, frangin. La preuve que je C'est n'ai moi pas besoin de toi, mais notice me quand même. C'est moi qui gagne. Donc moi je savais qu'il avait pas duré très longtemps, du coup j'étais surprise qu'il le hype autant et je m'étais dit ah bah peut-être qu'ils vont en faire un antagoniste jusqu'à au moins la moitié de la série et le time jump. Bon bah non, effectivement c'était comme l'avait prédité qu'il a à texte 3 épisodes. Dommage, merci d'être passé, c'était quand même pas mal, mais effectivement j'aurais bien aimé en fait que ce temps qui passe à le teaser. Par exemple, il développe Corlys et son fils, Lénor, pour qu'en plus déjà on sait qu'il existe quand il est proposé à Rhaenyra. Et parce que j'aurais trouvé ça cool de le voir se battre avec son père à d'autres dragons, de peut-être le soutenir en disant bah ouais mais à la cour pourquoi il t'écoute pas, on a vraiment besoin de récupérer, de buter ce crab feeder, Ouais. peut-être même qu'il parte lui en rogue en expédition, tu vois, ça pourrait être cool. Du coup bon bah ok, merci pour les 4 plans sur le crab feeder qui finalement feed lui-même les crabes dans la belle ironie de la vie. Allez. Allez, Nous sommes des poussières, nous redeviendrons poussières. tout à fait. Du coup, c'est la fin de cet épisode de House of the Dragon. T'attends quoi pour la suite? Bah, je te dis, hein, moi maintenant je me dis ok, ils vont peut-être encore avancer de
tu vois, de quelques années, d'avoir. Alors de ce fait-là, ça veut dire que potentiellement les gamines sont plus vieilles, mais c'est pas tout de suite, hein, c'est ça. C'est mi-saison, ouais. Donc je pense, je sais pas si c'est à l'épisode 5 ou après l'épisode 5, donc dans le 6, mais ou peut-être ça va être mi-épisode, on sait pas, mais ça serait un peu déboussolant, je pense. Mais je pense qu'on a au moins un épisode encore avec. Donc ça va peut-être encore jumper de 3 ans, tu vois, et voilà. pour avancer un peu et d'avoir potentiellement dans l'épisode 5 les adultes, quoi. Yes. Voilà. Là, je pense que l'enjeu, ça va être, ça a l'air d'être en tout cas, qui est-ce que Rhaenyra va choisir, puisqu'apparemment elle a le droit de choisir comme futur époux, et qu'est-ce que ça va créer. Va chercher là, plutôt que de nous casser les couilles, démerde-toi un petit peu, arrête d'attendre que papa te valide, quoi. Fuck you. Mais grave. Daemon aussi, pour arrêter d'attendre que Viserys le valide. En plus, il est nul, Viserys, mais c'est le roi. Pas son père, c'est son frère, tu vois. C'est son grand frère, quand même. Oui, whatever, tu vois. Big bro. Attendez, on n'allait pas se quitter comme ça. J'ai une petite surprise pour vous, puisque même loin de lui, j'ai demandé à Tequila Tex de m'envoyer son point homme-poisson, que je vous livre tout de suite. Le point homme-poisson, point homme-poisson, point homme-poisson. Le point homme-poisson, point homme-poisson, point homme-poisson. Le point homme-poisson de Tequila Tex dans le podcast avec Mimi. Le point poisson, toutes mes ambitions de point poisson, tous mes rêves de point poisson se sont retirés et ont disparu avec la marée. Avec comme l'eau se retire pour laisser entrevoir un passage entre la Normandie et le Mont Saint-Michel. Eh bien, voilà, mes rêves de point poisson se sont comme ça retirés. Ils ont été brisés en deux à l'image de ce crab feeder. Que même un drowned god, même un dieu noyé ne saura ressusciter, puisque ses entrailles sont à l'air. Ce serait spectaculaire. Ce serait spectaculaire qu'il soit ressuscité et qu'on le revoie dans cette série. Un crab feeder qui n'aura duré qu'un épisode et demi, quoi. Bon, voilà, c'est un petit peu triste, mais voilà, les time jump, c'est le prix à payer pour les time jump. L'intrigue avance, on verra. Pour l'instant, pas de point poisson aujourd'hui. Merci Fabrice pour ce débrief. Merci Mimi de m'avoir invité. J'espère que c'était pas trop long pour toi. Pas du tout. Moi j'ai passé un super moment. J'ai adoré, et en plus je trouve vraiment que ce podcast amène des vrais bails qui amène de la profondeur à c'est ça, c'est quand même une œuvre très riche, tu vois. Je suis pas nerd de ce truc juste parce que j'aime les dragons, les ins, c'est vraiment, je trouve, très riche et nuancé et complexe, et je trouve que c'est cool d'avoir plein de niveaux de lecture et de pas forcément s'embêter à lire les 1000 pages, y a pas de problème, et à écouter 18 podcasts et à lire tout Reddit. Je suis aussi là pour vous faire le digest. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, nous, avec Tequila Tex, bien sûr. Et en attendant, Fab, est-ce que tu veux redire où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Bon, dans mes podcasts, d'une manière générale, et dans notre nouveau podcast là, que je suis trop heureux de refaire avec toi. Mais oui, on adore parler dans des à l'ancienne, et pour parler de cinéma, quoi. Tout à fait, cinéma chicha. Allez, des bisous les Kingslandous, à la semaine pro. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté nos digressions. Rendez-vous mardi prochain à 21h sur Twitch et mercredi prochain en podcast pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou un petit mot gentil sur Spotify. C'est la meilleure façon de le faire rayonner. Pour rappel, vous pouvez aussi retrouver chaque lundi le récap rigolo de l'épisode de House of the Dragon de la semaine sur patreon.com/mymyhgl.